Bienvenue sur Audio sans filtre. Eh ben, merci. Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Mood Boy. Yes. Tu pourras mieux te présenter que quiconque dans cette pièce. Donc, je te laisse faire les petites présentations. Ouh là, j'ai pas fait mes devoirs, hein, j'ai pas révisé encore. Ouais, tu t'es trompé quand même. Pas grave. Mais ouais, je crois savoir ce que je fais dans la vie, donc ça devrait le faire. Donc, par où commencer? À la base, je suis guitariste, et puis petit à petit, je me suis orienté plutôt dans la production. Et là, on se trouve au studio Vaisseau Records à Neuchâtel, où on enregistre principalement des artistes hip-hop. Ouais. Et puis à côté, je produis aussi de la musique lo-fi avec mon pote Slin à la guitare. Notre duo, c'est Mood Boy et Slin. On a fait quelques bangers qui ont bien marché. On a maintenant 4 titres qui ont dépassé le million de streams. Et puis à côté, je fais des vidéos YouTube et contenus réseaux sociaux. Voilà. Voilà, c'est pour ça que je trouve intéressant de faire un podcast avec toi. Puis du coup, ouais, je sais pas trop par où commencer. Ouais, il y a plein de sujets intéressants auxquels on peut parler. Du coup, toi, tu vis à 100% de la muse? Exactement, ouais, ça fait à peu près une année que je me suis lancé ce défi. Full? Ouais, full, ouais. Puis, survie aussi, mais ça c'est un peu le but de la channel, c'est de démystifier aussi beaucoup de choses. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui pensent, par les côtés business, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que certaines personnes, c'est facile, c'est un coup de buzz, et puis, alors qu'en vrai, il y a une autre réalité derrière, où il faut du travail, et puis c'est pas du jour au lendemain qu'on a ce qu'ils peuvent voir forcément sur Internet, en fait, quoi. Et du coup, je trouvais cette approche assez intéressante, parce que je connais un petit peu ce que... Je devais te poser des questions. Bien sûr. Tu as dit, mais je l'ai déjà dit, il fait exprès ou quoi? C'est un peu volontaire. Et après, s'il y a des trucs que tu n'as pas envie de répondre, tu réponds pas, bien évidemment. Mais c'est pour ça que je me disais, c'est assez intéressant de faire un podcast avec toi, parce que, voilà, comme tu as dit, ça fait une année où tu t'es lancé à fond. Ouais. C'est pas tous les jours tout rose. Non, c'est clair. Ça aussi un challenge de réussir de vivre de la musique. Et de plus, en Suisse, on a à Neuchâtel, en Suisse, toujours, par rapport au dernier podcast. Et puis, du coup, c'est vrai que le coût de la vie est différent qu'à l'étranger en Europe, etc. Ouais. Et que c'est pas aussi évident que si tu habites en France ou dans d'autres pays d'en vivre, quoi. Ça dépend où, Paris ou, tu vois. C'est vrai, mais je dis, t'as quand même besoin d'un certain confort financier. C'est les prix suisses. Les prix suisses, quoi. Donc, puis c'est vrai que la musique, on n'entend pas forcément en Suisse beaucoup de gens dire « je vis ». De la musique. C'est vrai que c'est peut-être plus rare qu'en France. Après, en France, il y a aussi l'intermittence pour certains artistes qui peut aider certains à s'en sortir aussi. Ouais. Tandis que. D'ailleurs, je connais pas du tout l'intermittence. Tu la touches par défaut en tant qu'artiste ou c'est. Sincèrement, j'en sais rien. Moi, je suis pas. Faut faire des démarches quand même. Mais expliquez dans les commentaires, ça fonctionne comment l'intermittence. Grave. Mais je sais que oui, je crois. Faut montrer patte blanche, faire tant de concerts par année. Il faut justifier. Ouais. Ok. Je sais pas si c'est un truc que tu reçois par défaut ou si genre c'est parce que t'as pas tant de revenus par année que t'as le droit à ça. C'est comme un chômage un peu. Non, mais je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Je crois qu'il faut quand même, comme il dit, montrer un peu. Après, ça fonctionne, comme principe d'un chômage. Si tu gagnes pas assez tel mois, là tu vas toucher l'intermittence. Et toi, t'arrives à toucher des aides en Suisse un peu? Des aides, non. Moi, on n'a pas vraiment ça en Suisse. Les aides qu'on a eues ici, c'est pour notre projet Le Coffre. Se trouve dans le coffre d'ailleurs. Ouais, expliquer, là ils voient peut-être pas les gens, ils voient quand même un petit peu, mais on est dans un ancien coffre, vas-y, explique-nous. C'est ça, ancien coffre de la banque UBS, une banque suisse, quoi. une petite banque suisse. On est en Suisse, ton studio finit dans une banque suisse. On est dans, il n'existe plus pour le coup. Mais bref. Mais d'ailleurs, je vais prendre des images un peu, puis on balancera. Bien sûr, des petits plans de couple. C'est assez atypique quand même. Là, pour rentrer ici, tu mettras des photos, Denis, dans le montage. De 18 mètres de large. C'est ça, en fait, hyper épaisse. Le truc, c'est qu'on a ces locaux avec Young Vince, mon acolyte, qui a créé ce studio. Je l'ai rejoint après coup. Et puis, c'est vrai qu'on était un peu habitués, moi j'étais un peu habitué à ces locaux, mais à chaque fois qu'on ramenait quelqu'un de nouveau, il nous parlait de la porte ou de salle. Donc, fallait en faire quelque chose. Fallait en faire quelque chose. Et on s'est dit qu'on allait créer un concept vidéo. En fait, on invite un artiste à chanter ou rapper plutôt, principalement.
mais on est aussi ouvert à de la Vous pop. avez plein de guests suisses, c'est assez stylé parce que voilà, on a méga bling bling. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ouais, du coup, le concept, il est assez cool là que vous avez lancé. C'est ça, ouais. Ouais, on fait des concepts vidéo, live session, freestyle, dans mettez en ces lumière locaux. principalement des artistes suisses ou aussi étrangers. Pour l'instant suisse, mais on aimerait bien attirer des artistes étrangers. On a la Casa Choc qui est une salle de concert. Donc l'idée à terme, ça serait que si un artiste qui vient se produire à Neuchâtel, il puisse fasse un passer showcase ici. Ouais. pour On la essaye. Alors on n'est pas encore à ce niveau-là, tu vois. Ouais. Mais ça serait ça l'idée, quoi. Ouais. Créer comme Colors un peu, mais différemment, quoi. Au Mais coffre, ça serait un peu, ça serait le coffre. Ouais, le coffre. Ça existe déjà. Quoi. Là, on a déjà comme ça, non Ouais, là, on a 20 vidéos pour la première saison, puis là, on a commencé la deuxième saison. 20 vidéos produites, c'est pas mal. Hein, ouais, puis là, 7 pour la deuxième, déjà, on va en refaire 20. Et là, justement, pour répondre à ta question, là, on a eu des soutiens du fait qu'on met en avant des artistes locaux. On a eu de la chance d'avoir le soutien de la ville, de Neuchâtel. La loterie romande et la fondation du casino de Neuchâtel aussi qui nous soutiennent dans ce projet. Ouais. Donc ça fait super plaisir. C'est tout, ça c'est stylé que vous puissiez avoir des... Parce qu'en Suisse, en soi, quand tu veux faire un projet, quand tu es musicien, vu qu'il n'y a pas les aides comme en France, du coup, c'est souvent tu dois faire un dossier pour un projet. Et après, tu as des aides de région, de la loterie romande qui doit subventionner des projets. La Migros aussi qui fait des subventions. Alors ça reste très minime, mais ça reste des aides. Voilà. Les coopératives, des trucs comme ça qui aident. Et du coup, c'est le moyen aux artistes ici de payer. On sait, enregistrer, aller en studio, ça coûte super cher. Tu veux faire un clip, ça coûte super cher. Et du coup, c'est un peu le seul moyen d'avoir des aides financières quand tu les as pas. Quoi. Mais c'est possible, c'est chiant à faire. Et puis, si tu le fais, tu peux les avoir. Il y en a beaucoup, ils savent pas que ça existe. En Suisse, des fois, je parle des artistes, ils sont au courant de rien par rapport à ça. Je leur dis, mais voilà, tu te fais chier une fois, puis tu gardes ce template que tu as à chaque fois que tu fais un projet, tu l'adaptes au projet et tu demandes des aides. Quoi. Après, ils sont un peu chiants. Ils attendent que tu aies toi investi pour après t'aider financièrement. On avait le cas avec Yeba. C'est le cas ici aussi. On doit finir notre truc. Donc c'est vrai que quand tu commences, en fait, t'es toujours en retard. En soi, il faut déjà travailler un peu à vide, en guillemets, pour après avoir des aides. Mais après, c'est cool. Ça permet... Ouais, c'est une garantie pour eux aussi, parce que... si sûr que tu fais le projet, que tu te casses pas avec les... En Suisse, mec, l'enveloppe culture est très minime. C'est pas comme d'autres pays. Vu qu'on parle de Neuch, je crois qu'ils ont changé récemment, et puis ils ont un budget... alors, on parle toujours de budget très petit pour la culture, on est d'accord, mais je crois qu'ils ont quand même augmenté le budget culture pour aider les artistes de la région. Et je trouve ça cool pour les artistes de la région, parce qu'on en a aussi des bêtes d'artistes à Neuchâtel. Je peux même te dire les chiffres, si tu veux. Vas-y, c'est public, c'est 300 000 par année, le budget culturel. Ouais, donc tu vois, c'est pas énorme. Après, Neuchâtel, on est quoi 30-40 000 habitants, tu vois, pour aider 300 000 francs pour 30-40 000 habitants, sachant que les 30-40 000 habitants, ça comprend des enfants qui font pas de musique et beaucoup de gens qui en font pas non plus. Les artistes, on les compte presque sur les doigts de la main, façon de parler, j'exagère un peu, mais c'est quand même un beau budget pour une ville comme Neuchâtel. Ça pourrait être plus, mais disons que ça leur apporte pas non plus à la ville, donc je comprends aussi qu'ils en aient pas fait plus. Mais c'est cool que ça existe. C'est cool que ça existe et qu'ils mettent ça en place. Avant, c'était moins, donc on peut pas se plaindre non plus. En tout cas, les artistes qui demandent de l'aide, ça c'est bien. Et ils font des efforts pour soutenir quand même différents types de projets, donc c'est cool. Et là, c'est cool qu'ils sont ouverts au rap aussi, tu vois. Il y a d'autres... Tu parlais de la Migros, noir sur blanc. Je pense que c'est en train de changer, mais noir sur blanc, c'est marqué qu'ils soutiennent pas. Ok. C'est marqué qu'ils soutiennent pas le hip-hop. C'est marrant. Pour une de leurs subventions. Qu'on fasse des rimes avec la Stipèche et Citron. Je pense que c'est pas. Je pense que c'est pas à jour le truc. À mon avis, mais tu vois, tu regardes ça, tu dis quand même, c'est pourtant, pas. C'est pas la très musique cool, la plus écoutée, quoi. C'est ça, En vrai, la pop. Non, le hip-hop, mec. Ouais, je dis le pop et hip-hop, c'est le top. C'est numéro 1, les jeunes, ils écoutent ça. Puis en soi, tu peux dire de la merde aussi dans la pop ou dans d'autres genres de musique où tu bien chantes, sûr, oui. Et puis c'est un cliché de penser que le rap, c'est forcément... Ils sont restés bloqués dans les années 80 où
c'était des guerres de clans et machin, je pense. Oui, il y a toujours un petit peu. Hein. Mais tu sais, en Suisse, on aime bien être en retard et puis faire 10 ans plus tard ce que les autres pays voisins ont fait. Voilà, encore, je le dis, c'était juste pour l'exemple de la Migros, quoi. La ville, loterie, ils sont assez modernes, ils sont ouverts et en tout cas, ils ont été vraiment cool avec nous, quoi. Mais du coup, hormis le coffre, parle-nous un peu de... Parce qu'il y a un point que je t'avais dit à toi avant de faire le podcast par rapport au streaming. Ouais, bien sûr, play. Bien sûr. Et puis, je trouvais que c'était pas juste du blabla d'en parler aujourd'hui. T'as fait des millions de plays. Je trouvais que c'était pas juste du blabla. Je suis quand même en mode survie, comme je le disais au début du podcast. C'est clair que c'est... Si t'as le droit de pas répondre à cette question, mais je peux répondre. T'as fait combien de millions de streams au total avec le côté lo-fi t'avais sauté. Mais déjà, peut-être explique concrètement qu'est-ce que tu as fait, parce que tu as les. Déjà explique la base. J'ai peut-être raté une coche. Alors on a lancé. Comment c'est venu, quoi, déjà? Bon, on s'est retrouvé avec mon pote qui habite à Paris maintenant, qui est guitariste, donc Quentin Sewer. Et puis on a décidé de refaire de la musique ensemble et de refaire de la lo-fi. On a composé, je crois, 4 titres en une journée, un truc comme ça. Et après, on a cherché des playlists un peu avec Submit Hub. Il y en a qui connaissent peut-être aussi. Mais ça peut être intéressant. Explique tout le processus. Tu as produit des tracks, puis après, du coup, pour être sur ces fameuses playlists. On l'a fait de manière très naïve, quand on n'avait aucune idée. Donc on s'est dit, allez, on a nos 4 tracks lo-fi. Maintenant, on va passer par Submit Hub pour avoir des playlists et des streams. On a eu quelques playlists, mais elles sont pas toutes ouf, les playlists, tu vois. Il y a des playlists, tu le sais pas forcément quand tu fais ta recherche, mais peut-être que c'est des bots derrière. Il y a des fake playlists. C'est ça, ouais. Et eux, ils se font de l'argent avec ça, mais sur la naïveté, des gens comme nous. Comme moi. Bon, t'apprends au final. Mais non, clairement, on a appris comme ça. Mais après, là, Quentin, il est passé, lui, par... moi, je faisais Submit Hub et lui, il a fait Groover. Ok, c'est français, non? C'est français, Groover. Ça me dit quelque chose. Ouais. Et big up Groover, grâce à eux, Vous avez des beaux placements de playlist? Pas directement. Grâce à eux, on a eu le contact de Low Pills. C'est un label, c'est le sous-label de Electroposé. Peut-être ça parle plus aux gens. Je crois que je connais à cause de toi. Grâce à toi. A été signé chez Electroposé. Ok. Donc voilà. Et Low Pills, ils nous ont signé 2 des 4 tracks pour commencer, je crois. Plus après encore des autres. Donc c'est vraiment avec eux que... Et c'est là que c'est parti. C'est là que c'est parti, parce que là, ils nous ont mis sur leur playlist à eux, la playlist de Low Pills. Et là, elle marchait du tonnerre. Il y a encore maintenant, mais là, ils avaient vraiment mis le max budget, donc ça marchait bien. Et puis après, on a fait Feel Good, qui là, ils nous l'ont mis en premier sur leur playlist, quoi. Ils ont bien kiffé la track, ils nous ont mis bien et ils ont mis beaucoup de promotions pour leur playlist, tu vois. C'est ça. Donc là, ça nous a fait passer 1 million de streams sur Feel Good, quoi. Sur un titre. Sur un titre, Ouais. Puis là, maintenant, elle est à 5 millions en tout, je crois. Parce que du coup, comme après, voilà, ça nous a mis sur d'autres playlists. Oui, après, ça accumule, quoi. C'est ça, boule de neige. Ça, c'est juste Spotify. Que Spotify. Après, t'as eu d'autres... genre YouTube, iTunes, etc. Tu regardes un peu? Ouais, alors ça a jamais marché autant bien, quoi. Non, c'est vraiment Spotify. C'est la mafia des playlists, Spotify. Mais comme quoi, ces distributeurs de playlists, moi j'ai toujours les mêmes retours, ça ne fonctionne pas. Non. Enfin, je veux dire, là c'est indirectement via le label. Après. Mais c'est ça, là c'est la playlist du label. C'est comme ceux que tu peux acheter des followers, tu peux acheter des followers ciblés, mais c'est des bots. Tu peux acheter des bots indiens. Ouais, c'est ça, tu t'achètes des bots indiens, ce que tu veux, mais c'est pas des humains. Et si ça l'est, c'est des gens qui s'abonnent et se désabonnent. Non, les playlists, c'est pas... Enfin... Voilà, après, tu peux... moi, je sais, je connais des clients qui le font, il faut aller choper les mails des curateurs des playlists, tu les trouves, ils ont des mails officiels, mais c'est sursaturé, c'est comme les mails de label et pour qu'ils te répondent... Il faut aller envoyer... C'est un job en soi. Même grind, quoi. Et alors, du coup, en termes de thunes... c'est là que ça se gâte. Mais là, il y a aussi le label qui prend son cut. C'est ça, clairement. Mais est-ce que tu as les chiffres globaux avant ton cut à toi? Enfin, tu vois, c'est dur à les avoir. Je peux donner les chiffres. Je pense pas que c'est confidentiel. Pour des trucs lo-fi, c'est du 30% pour les artistes.
Oui. Donc 70% pour le label. Ouais, voilà. Ouais. Et là, on est 2 du coup. Donc 15%, quoi. Sachant que le distrib, il prend déjà encore. Enfin, tiens, en vrai. Ça, c'est le net, le 30% ou c'est brut 70% pour le label, 30% pour l'artiste. Donc 15... est déjà enlevé, je dis. Mais ce qu'il y a déjà le label, il y a déjà le cut du distributeur dessus. Après, tu as le label, puis lui, il a encore du coup 30 à 2 sur ce qu'il y a le label. Tu vois. Ouais. Ah, c'est du brut en vrai. Hein. Ouais. C'est pas du net. Kind of. Bon, on s'en fout. Donc ça change pas beaucoup au final. Mais ok, 30%, du coup. Donc 15, si on parle vraiment que de moi, du coup, on est 2, quoi. Donc, mais là, c'était votre contrat avec le label qui était comme ça. Ouais. Et puis, t'as eu d'autres morceaux sans passer par ce label qui ont cartonné aussi on en a un qui a été sur... c'est plus dur, mais on a un qui était sur la playlist Lo-Fi Méditation de Spotify. Ok, et puis là, ça a cartonné un peu. On a fait 100 000 streams, je crois. Et comment tu t'es retrouvé dessus, là comme on faisait, je pense parce qu'on faisait pas mal de streams, donc du coup ça nous a donné plus de chance avec le curateur Spotify, parce que du coup là c'est vraiment la playlist officielle Spotify. Qui a pris le morceau en fait, simplement. Ouais, tu sais, sur Spotify pour artistes, ceux qui connaissent pas, tu vois où ton morceau il est, quoi. Non, mais tu peux demander, tu fais une demande tu dis voilà, je vais sortir cette track dans 4 semaines. Voilà, quoi. Ouais, elle est soumise entre guillemets, et puis après ça, elle y est ou elle y est pas, quoi. Mais si tu fais plus de streams, à mon avis, t'as plus de chances à ce que Spotify se dise ok. Très clairement. Donc là, en tout cas, il y a cette track là qui a été sur une playlist officielle. 100 000 streams, c'est pas énorme, tu vois. Ça fait plaisir sans passer par la belle. Bah ça c'est cool. Franchement, bravo. Merci. C'est déjà fait. Mais du coup, c'est des trucs que tu reçois. En termes d'argent, on parle de 1000, de 10 000, de 100 000, de 10 francs. Tu vois, t'as besoin de dire le chiffre exact. On parle de milliers. De milliers, ouais. Mais sur le long terme, c'est pas genre one shot et tout. Donc, oui, je crois qu'en vrai, c'est quoi ? C'est 1 million de plays si tu prends le chiffre brut, sans les cuts de. 1 million de plays pour 1000 balles. Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus que 1000 balles, 1 million ? Ouais, alors en fait, ça dépend où ton morceau est streamé. Avec la lo-fi, tu vois, c'est assez hétéroclite l'audience. Du coup, tu auras des pays qui vont générer moins de revenus. Donc, ça va être peut-être moins intéressant que si tu es streamé 100% en France, 100% en Suisse. Mais bref, on parle entre 2 et 4 000 francs par million 2 et 4 000 $ par million de streams. À peu près, toi, tu te fais 30% là-dessus. Oui, c'est vrai, en fait. 15% là-dessus. Donc, au final... Pas grand-chose, quoi. Ouais. Faut pas attendre là-dessus. Après, c'est toujours le même discours. Si tu veux vivre de la musique, tu vis pas en stream. C'est ça. On en parlait dans le podcast d'avant. Après, si t'es rappeur ou chanteur et que tu fais ces mêmes streams, là, tu vas sûrement te mettre bien parce que tous ces streams seront localisés dans la même région. Ça va être raccroché à ton image à toi. Tu vois, la musique lo-fi, tu l'écoutes en playlist. Tu sais pas qui est le beatmaker. Ouais, c'est ça aussi. Ouais, mais c'est pas un vrai follow qui te suit derrière, tu vois. Vous avez d'autres droits qui sont tombés quand même à côté, les droits voisins, tout ça. T'as regardé un peu tout ça pour ces morceaux ? Ouais. Petite anecdote, on a eu un placement unique sur France 3 et France 5 sur une des tracks. Mais on n'a pas du tout pu trouver quelle émission et tout. Mais dans le décompte SUSA, ça marque France 3, France 5. Qui te l'ont chopé, quoi. Ouais. On a le nom de la track, mais on ne sait pas dans quel cadre et tout. Ouais, mais du coup, l'anecdote est cool. Du coup, tu as quand même dans ton report avec la SUSA qui est la SACEM en Suisse. Voilà, comme quoi, ça a été diffusé en télé. C'est ça, etc. Donc c'est bien. C'est que ça marche bien quand même. Ça, c'était les tracks qui étaient sur le label. Exactement, ça c'est Low Pills. Après, ils nous ont fait signer un truc d'editing. Et c'est eux qui ont les droits d'édition. Ça. En partie 30%. Ok. Alors, c'est ça la grosse quenelle. Pour les gens qui regardent, si vous signez des trucs, ne cédez pas vos droits d'édition, si possible. Parce qu'après, ce genre de plan, eux, ils se prennent. Ils se prennent la com du truc et puis toi, tu te prends un petit pour le coup, ça rapporte plus de cash, tu vois, les placements. Alors là, si ça avait été, là, je sais plus combien, je crois que ça m'a fait genre 50 balles ou un truc comme ça. Mais je crois que c'est 5 secondes, tu vois. Si tu passes chaque semaine sur France 3, comme ça, tu vois. Sur une laisse tomber, non, là, tu te mets bien. Puis ça dépend encore le client que c'est aussi, je pense.
les chaînes sur lesquelles ça passe, etc. Je pense, mais donc, potentiellement pour une pub, tu pourrais te mettre bien. Là, c'était un one-off apparemment, mais... Ouais, tu vois, c'est intéressant. Et du coup, ce projet Lo-Fi, après, vous allez arrêter ou bien ? Vous continuez pas à faire des tracks, pour essayer de les replacer, de les ressortir et continuer à alimenter ça, non ? On continue un peu, mais là, on est un petit peu moins régulier. On en a fait quelques-unes récemment qu'on va sortir prochainement. Après, lui, il est pas mal occupé comme musicien de scène, musicien de studio. Puis moi, c'est plus compliqué. Il est à Paris, donc on se voit pas souvent. Ouais, mais c'est pas fini, quoi. On va ressortir des trucs. Après, pour être un peu plus négatif, on va dire, la vague Lo-Fi, elle est morte, un peu sur le déclin, on va être honnête. Mais après, si on parle juste de placement, tu vois, de musique, tu pourrais, vu que tu as de l'expérience là-dedans, tu pourrais aussi trouver peut-être une maison d'édition pure qui vise ça, puis de produire pour eux, par exemple. Pour de la lo-fi, tu y es ? Pas juste de la lo-fi, de la musique que tu sais faire, qui correspond à ce que tu produis. Puis tu trouves... c'est trouver les plans, tu vois. C'est un monde qui est un peu compliqué à rentrer, j'ai l'impression, des fois. Mais que si t'es dedans, après, t'es bien, quoi. Oui, alors clairement. Pour placer, tu dis ? Faire des placements dans des... Oui, moi, j'en connais qu'une en Suisse, à Genève. C'est rentré dans ce... Historiquement, qui a placé plein de morceaux... des vieux morceaux du Gainsbourg, du machin. Elle est basée à Genève, puis elle s'occupe des droits pour la Suisse, mais qui fait des placements, tu sais, les pubs Chanel et machin et tout, tu vois. Donc c'est souvent des vieilles musiques, des droits, voilà, c'est ça. Des trucs, Mais après, t'as d'autres trucs. Je parlais on en parlera au prochain podcast qu'on tourne. Je parlais à Igor de Hook, qu'on va voir juste après. Lui, il aura une anecdote. Et lui, il a une anecdote là-dessus avec sa pub pour Apple. C'est intéressant de savoir comment c'est tombé entre les mains d'Apple son morceau. Je suis sur ce podcast. Je vais le découvrir. J'ai connu l'histoire, il me semble, mais là, comme ça, j'ai oublié. Il me semble que on lui demandera et puis on gardera son petit moment de gloire. Bien sûr. Mais ça m'avait expliqué aussi, mais je m'en rappelle plus. Ça fait un petit moment déjà. Ça fait on avait eu aussi un pote, je sais pas si tu l'avais connu, If, qui faisait de la drum and bass. Non, ça me dit rien. If. Ça te dit rien, If de la Norvège. Lui, maintenant, il fait que de la musique style cinématique avec King's Creature, là. Oui, King's Creature. Il a eu des placements pour la Play 5. À fond. Le announcement de la Play 5, c'était lui qui a fait la prod. Ça va être intéressant pour les jeux vidéo aussi. Mais ça, c'est un autre monde, il faut rentrer dedans. Mais justement, ils bossent avec un label, ils font que de la musique un peu epic style. Et ils font que des placements. Je sais pas, ils produisent, mais une quantité de musique épique, c'est que des morceaux de 1 minute, 2 minutes. Ils en enchaînent et elles sont toutes stylées. C'est ça qu'il faut faire. Les autres, les tracks. Faut avoir un catalogue énorme que tu peux proposer. Et du coup, ils trouvent des placements. Puis il y a Audi aussi. Qu'il a bossé pour Audi, un truc comme ça. Les pubs et puis du coup, à côté de la prod qu'il fait d'habitude, il fait ça. Et puis je crois qu'il se fait des bonnes entrées avec les placements. Bien sûr. Après, c'est pas comme on disait avant, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et c'est pas tout le monde qui se retrouve parce que le standard qualité, il est aussi très exigé. Pour certains trucs, tu vois, genre Audi, Play, tout ça, ils demandent quand même. Ils cherchent des trucs particuliers. C'est très particulier. Puis après, c'est de rentrer dedans. C'est tellement saturé aussi le marché de l'audio. Ça, c'est de la musique à l'image, quoi. Tu dois faire un truc qui sera calé. Après, souvent, ils rééditent derrière. C'est ça. Ils bossent derrière. Et puis c'est souvent des sortes de concours, entre guillemets. Ils mettent en compète plein de mecs. Et puis après, ils choisissent deux tracks dessus. Et puis après, si tu. Enfin, tu vois, c'est un monde. Donc, c'est un monde assez saturé. Et puis, en vrai de vrai, tu vois, depuis qu'on a fait les rides avec David, nous, ça a toujours été notre kiff, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu une porte qui s'est ouverte. Après, c'est normal. Après, on n'a pas forcé non plus. Voilà, t'as rien fait pour. Voilà, c'est ça. T'as produit, mais après, les mecs, on n'est pas allé gratter, toquer des portes. En plus, on vouloir qu'à nous, c'est clair. Il faut grinder derrière là-dessus. Mais c'est vrai que moi, si j'avais un peu plus de temps, je grinderais peut-être là derrière. C'est le côté, comme on en parlait dans les autres podcasts, c'est faire la musique, c'est une petite partie du job. C'est ça. Après, t'as tout le truc derrière. Clairement. Si vous galérez en mixage, mastering, production, que vous voulez vous améliorer, que vous voulez être capable de faire des tracks dont vous êtes fier, que vous pouvez montrer, signer sur des labels, faire des mix équilibrés qui sonnent partout, j'ai plusieurs formations qui peuvent vraiment vous aider à prendre un énorme raccourci dans votre temps d'apprentissage. Des milliers d'étudiants se forment chez moi et ont de vrais résultats concrets.
qu'ils arrivent à appliquer derrière. Certains ont réussi à signer sur des labels, certains jouent en soirée, d'autres développent leur carrière en tant que producteur. Si ça vous intéresse, j'ai des formations toutes faites qui peuvent vous apprendre toutes les bases et vous amener toute la technique avancée dont vous aurez besoin pour réaliser tout ça. Bien sûr, vous aurez un suivi derrière et à côté de ça, j'ai aussi des offres de coaching avancées où je peux vous suivre sur plusieurs mois. Pour ça, il faut m'écrire un mail ici. Ou si vous préférez déléguer tout ce travail, si vous préférez vous concentrer sur la production, bien sûr, je peux aussi travailler sur votre musique, faire de la coprod, réaliser les mixages, les masterings pour vraiment pousser votre musique et aller dans la compétition, faire sonner ça comme vos artistes préférés. Si tout ça vous intéresse, vous avez tous les liens en bas. Vous pouvez soit vous former sur stropstudio.school, soit me booker via stropstudio.com. Je vous mets tout en dessous. Et d'ailleurs, non, si on parle de grindage et tout, toi tu grindes pas mal sur YouTube, tu fais des vidéos et tout. On peut parler YouTube game. YouTube game, pourquoi pas. C'est un truc, je me suis dit, 2 YouTubeurs autour de la table, 2 vrais YouTubeurs, ça serait cool, quoi. Combien de ad revenus par mois? Oula. Dites-nous les gars, tu sais, juste pour savoir combien ils gagnent les YouTubeurs. Franchement, on peut balancer tu balances tes stats aussi. Balancer, moi j'ai rien à péter. Hein. Ouais, moi c'est pas ouf. Hein. Non, là moi je non plus, suis à. Ah ouais. Je pensais que. YouTube, en ads revenus, non. Ça, tu m'as dit quoi? T'as 2 millions par année, c'est ça? Entre 120 et 150. 150 millions? Ouais, c'est pas mal. Par mois, 120, 150 francs. Donc 150 euros par mois en gros. Moi je suis. Alors. On va repréciser pour les gens, le ad revenu, c'est les pubs que vous skippez à chaque vidéo. Celles qu'on vous casse les couilles avec. Ça rémunère un petit peu le créateur de la vidéo à chaque fois. Et sur un nombre de vidéos, un nombre de vues, etc., ça accumule un petit peu d'argent. Non, moi, je suis à environ 500 balles, 500 euros par mois. À peu près. Ouais. Mais après, ça dépend de la niche, ça dépend de qu'est-ce que tu fais. Mais tu vois, 500 euros, par exemple, pour une chaîne comme la tienne, où ça va en full day, tous les jours, etc., ça te paye rien vraiment par rapport à ce que tu fais, ça paye même pas de nuit. Combien de vues du coup par mois à peu près? Je crois que je suis en moyenne à 350 000, un truc comme ça. Ah ouais, ok, ouais. À peu près. Ouais, ce qui est beaucoup. C'est pas mal de vues, puis c'est... Pour peu, quoi. C'est en termes de... Ouais, c'est... le ad revenu, je pensais que le tien allait être beaucoup plus haut, je crois que ça se voit un peu, hein, parce que moi je suis à... Mais toi, c'est la même niche, 30-40 000 vues, et je suis à 120 par là. Donc ça se voit à peu près, j'ai l'impression. Vu que toi, tu fais beaucoup plus de vues. Ça a l'air, Après, c'est la même niche. Faut se méfier aussi des vues, parce que les vues des shorts, c'est beaucoup moins. Alors, je sais pas si tu fais du short aussi. Je m'y mets un peu, Parce que moi, j'ai quand même aussi des vues de short. Sur le lot, je saurais pas te dire combien, sincèrement. Mais, pas tant que ça. Il y a aussi des ads sur les shorts, ou c'est le ad qui est juste avant? Oui, t'as des ads, mais ça comptabilise beaucoup moins. Ouais, c'est pas grand chose. C'est que dalle. Les shorts, je crois que tu fais 1 million de views, c'est 5 boules, un truc du genre. En gros, c'est un truc du genre quand même. Et puis, ils poussent le truc à fond aussi. Je vois tous les kids, mais c'est mais parce que ça scrolle sans arrêt, en fait, c'était là de temps d'attention est beaucoup moins violent. C'est short sur short. Mais je me demandais, tu vois, je me disais, mais qui regarde les shorts? Je sais que des fois ça fait beaucoup de vues, mais c'est les jeunes, mec. Ok, sur TikTok, c'est clair, il y a que ça, mais sur YouTube, je me demandais si vraiment les gens regardaient les shorts. Même clientèle que TikTok. Ok, moi ça cartonne. T'en as qui font des. Il y en a maintenant, il y a des channels que de shorts sur YouTube. Les gens qui sont en manque de dopamine. Souvent c'est les TikTokers, ils font leur. Oui, ils republient, ils republient dessus, quoi. Mais je pense que c'est aussi le marché qu'ils ont voulu toucher, quoi. Mais de toute façon, sur TikTok, je fais 500 vues par vidéo. Hein, c'est pas... tu pourrais plus si t'adaptais légèrement le content pour la cible TikTok, je pense. Après, c'est pas celle qui te rapporterait... oui, mais alors attention, après, faut faire du hook d'enculé, puis ça n'a rien à voir. Après, toi, moi, je fais juste des cuts de vidéos, tu vois, je riposte, en fait. Et toi, du coup, le contenu que tu fais, du coup, j'ai vu avant, tu fais vlog un peu, t'as lancé un peu du vlog. Ouais. Pas évident ça comme. Ça j'ai voulu créer une nouvelle chaîne en fait pour. J'en avais marre de ma chaîne principale. Ouais, alors explique peut-être du coup. Parce que j'ai regardé un petit peu, il m'a montré. Alors du coup, la chaîne principale, c'est quoi? C'est en anglais, c'est ça? Non. Ça c'est la première chaîne que j'ai lancée en anglais parce que j'habitais encore en Angleterre et j'ai commencé en anglais du coup. Mais après, j'ai fait une chaîne en français qui marche mieux. Là, je suis à 25 000 abonnés en français. Ok. C'est pas la chaîne anglaise qui... Non, la chaîne anglaise, elle a 11 000. Ok. Et cette chaîne-là, du coup, c'est quoi le nom de la chaîne? Ça, les gens c'est Moodboy Tuto. Ok, Moodboy Tuto. Et là, c'est genre full tuto, un peu tuto. prod. Alors, principalement... pourquoi j'ai créé une nouvelle chaîne, principalement, c'est du contenu BenLab. Je sais pas si tu connais un peu. Comment tu dis? BenLab. Ah, BenLab, oui. Et en gros, ma chaîne, elle est liée à ce mot-clé, quoi. Et tu fais autre chose, tu niettes, quoi. Ouais.
C'est ça. Tu sors du contenu. Et du coup, je me force, entre guillemets, à créer du contenu sur BandLab parce que c'est ce que... peut-être, en fait, en gros, explique, peut-être les gens savent pas. Hein. Ouais, ok, mots, tu vois. C'est vrai. BandLab, c'est un site et une appli gratuite pour faire de la musique. Ouais. Donc c'est super accessible. Après, non, il y a des bons côtés. Hein. Je suis pas là non plus. Et c'est ce que je fais principalement. Donc je vais pas non plus cracher sur BandLab. Faut pas déconner. Non, c'est super parce que tu peux t'enregistrer avec ton iPhone, avec ton micro d'iPhone. Tu peux faire un enregistrement vraiment de bonne qualité. Désolé Igor, ouais. Aujourd'hui c'est presque devenu le standard. En fait, franchement, au début je découvrais, j'étais très sceptique et tout, et là je regardais, il y a même certains morceaux qui sont méga connus. On parlait, je te parlais de David, le chanteur là, David. Qui produit que sur BandLab ? Alors maintenant je sais pas, mais en tout cas son premier tube a été enregistré sur son iPhone avec BandLab quoi. Okay. Puis je suis là, en fait, ouais, tu l'écoutes si tu sais pas. Ouais, tu remarques pas quoi. Tu remarques pas. Oui, en vrai on s'en branle après, tu vois. C'est si ça. C'est cool, c'est bien. Il n'y a pas de sponsor BandLab les gars. Ouais, non. Si jamais. En plus j'ai essayé de les contacter vu que je fais beaucoup de contenu pour eux, mais j'ai jamais. Ou un truc, non jamais réussi à les. Ils ont soutenu beaucoup de créateurs de contenu, mais j'ai jamais réussi à créer. Ils parlent pas français, c'est pour ça. Je sais pas. Ils cherchent pas le. Mais du coup, c'est exactement ce qu'on parlait tout à l'heure. YouTube, en fait, ça marche comment ? Si on parle plateforme sociale, c'est si tu veux n'importe quelle plateforme sociale, il veut que les gens qui sont abonnés dessus, un utilisateur standard, il reste le plus longtemps dessus. Évidemment. Si on veut. Donc, s'il s'abonne à une chaîne, à une page Insta ou peu importe ce que c'est parce que cette personne a un intérêt pour le type de contenu qui a fait qu'elle s'est abonnée à cette chaîne. Donc, du coup, dès que tu sors de la map de ce qui l'intéresse, le réseau social va te mettre moins en avant parce qu'il va dire c'est pas ça que mon client a envie. Non, en fait tu réfléchis à l'envers, hein. C'est l'inverse. C'est parce que c'est pas l'algorithme qui choisit de te ban parce que tu fais pas ce contenu. C'est juste que le contenu que tu fais marche moins, donc du coup pour l'algorithme c'est du contenu moins bien, mais moins bien. C'est ce que je l'ai dit, mais tu le dis d'une autre manière. Ouais, mais ce que je veux dire c'est que du coup par exemple toi, c'est parce que les gens qui le suivent à la base tu vois c'est la communauté BandLab. Du coup je sors un autre truc, ça les intéresse pas, ils cliquent pas, du coup exactement. Mais il y a aussi je pense YouTube, mais ça marche aussi beaucoup avec du SEO. Ça arrive à lire ton texte que tu dis et tout. Donc dès le moment où tu as des keywords aussi qui sont pas des keywords qui sont habituels peut-être pour les gens qui se sont abonnés à toi. Attention, moi j'ose imaginer que YouTube va te mettre moins en avant parce qu'ils vont se dire toi, t'es une chaîne qui intéresse des gens qui non, mais ça, c'est faux. Ça, c'est plus comme ça. Regarde, la preuve, c'est le dernier épisode du podcast. Là. On l'a sorti à 24 heures. Il est à 2K de views, alors que le channel, il a 800 followers. Ce qui est tout petit, c'est une méga stat. Oui, mais tu parles de sujets qui sont déjà vus. Droits d'auteur, non, mais ça n'a rien à voir. C'est parce que le titre, la tome, ça clique. Et que ça reste dessus. C'est que le contenu est bon, tout simplement. Là, maintenant, tout le monde a la même chance. Tu peux faire ta première vidéo sur un channel qui vient d'être ouvert. Si tu fais un truc qui cartonne, qui clique et qui reste... qui a du watch time, c'est-à-dire pour les gens, c'est-à-dire que les gens regardent la vidéo et restent dessus. Ça, c'est l'indicateur pour l'algo que c'est un bon contenu. Là, il te faut en avant. Après, faut pas oublier une chose, toi, t'as aussi... c'est vrai, On a aussi un exploser petit pic one shot, première vidéo. Et de vues. On a donné aussi un bon signal à YouTube avec le podcast avec Jimmy. Alors attention, ça aide. Et ça a aidé, je pense, le dernier podcast. Mais ça aide dans le sens où l'algorithme, il sait à qui montrer maintenant un petit peu les vidéos. Et il va te montrer un plus gros panel au tout début. Mais ça n'empêche pas que le fait... tout, mais tu peux péter première vidéo, premier channel. Enfin, tu vois, vraiment. Ouais, ça, c'est pas impossible. Avant, c'était pas le cas. Mais depuis quelques... Maintenant, je pense années, 2 ans en tout cas. Après, je pense, par exemple, aussi les durées de vidéo. C'est quelqu'un qui a l'habitude de mater les shorts. YouTube va tout de suite montrer les shorts. Oui. Mes nièces, quand elles ouvrent l'application YouTube, déjà, ça monte short et long, c'est 2 algos différents. Hein. Mais je dis, l'application, c'est la même. Mes nièces, elles ouvrent YouTube, elles tombent direct sur les shorts. Moi, j'ai YouTube, je suis dans les suggestions de vidéos, tu vois. Non. Maintenant, ils poussent les shorts. Ah, ils poussent aussi. D'ailleurs, ils sont chiants. Je vais regarder après. Mais il me semble que la dernière fois que j'ai eu, moi, ça ouvrait pas directement les shorts. Mais du coup, ils s'adaptent aussi aux clients, enfin, des gens qui utilisent l'application. En fait, l'algo, ils essaient de te montrer le meilleur contenu pour toi, d'après ton historique. Et c'est aussi tout le sens qu'il y a eu de faire aussi une chaîne secondaire pour les podcasts qui est un format qui est beaucoup plus long. Exactement. Plus adapté pour les gars qui ont du span attention. Voilà, puis qui sont plus peut-être focus sur des podcasts ou des... C'est ça. C'est ça. Mais du coup, toi, t'as lancé la nouvelle chaîne à cause de... T'avais peur que ça marche pas le vlog sur la chaîne BandLab ? Ouais, et pour essayer de me détacher de BandLab. En fait, tu prends un peu de zéro, quoi, entre guillemets.
Voilà, ouais. Mais du coup, c'est un peu plus compliqué que... J'ai peut-être sous-estimé quand même, parce que les 1000 premiers abonnés, en fait, c'est quand même compliqué. Ah, tu les grindes, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, donc là, en fait, mais tu vois, comme j'ai fait, je peux l'expliquer, j'ai fait un vlog par jour pendant tout le mois de juillet. Ouais. Et du coup, je me suis... Autant quand j'ai lancé ça, c'est pas j'en avais marre de ma chaîne de tutos, de faire des tutos et particulièrement du contenu BandLab, vu que moi je bosse sur Logic Pro, donc tu vois, faire une vidéo exprès sur BandLab alors que c'est pas ce que j'utilise. Ton outil de prédilection. C'est ça, ouais. Mais en fait, du coup, en faisant cette nouvelle chaîne, ça m'a fait réaliser la chance que j'avais avec ma chaîne de tutos, tu vois, parce que même si sur le moment j'étais un peu gazé, au moins je fais une vidéo BandLab, en principe elle marche bien, etc. Tu vois, puis je me disais, ah ouais, quand même, en fait... Ouais, c'est pas si mal de faire des tutos aussi, quoi. Parce que coup, tu te rends compte que c'est pas... Je sous-estimais un peu mon nombre d'abonnés et de vues. Parce que tu penses, si tu switches et puis que tu arrêtes de faire du tuto BandLab, ça marchera plus aussi bien? En général, ce que je fais maintenant, c'est que je les divise en deux. Je fais une version mix voix Logic Pro, un autre tuto Tu fais une transition BandLab. un peu? Non, 2 vidéos différentes. Je fais la même vidéo, je fais le même mix voix, mais une vidéo, je la fais sur BandLab débutant. Maintenant, je fais même à la base, je faisais BandLab sur ordinateur parce que moi, je suis habitué à ça. En fait, rien que l'interface, elle est différente. Et j'ai remarqué qu'en fait, les jeunes, ils veulent apprendre à s'enregistrer comme ça avec le micro de l'iPhone ou leur AirPod. Tu vois, t'as un micro sur l'AirPod. Et c'est comme ça qu'ils font de la musique maintenant. Enfin, c'est comme ça que les jeunes débutent en musique. Donc j'essaie de m'adapter à ça et du coup je fais une version téléphone BandLab. Et après Logic Pro où là je me fais un peu plus plaisir, où j'explique des concepts de mix un peu plus avancés. Ouais. Et le but derrière tout ça, t'as une strat derrière le contenu. C'est parce qu'on sait tous qu'il y a le fameux piège les vanity metrics. Tu cours après les views, les machins, mais c'est pas forcément, tu vois, ce qui rapporte le plus de cash, entre guillemets. C'est ça. Ça m'intéressait de faire des placements pour des plugins ou autres. J'en ai fait un petit peu, mais pas beaucoup. Les meilleurs placements, en gros, c'était plutôt dans le sens où je recevais un truc gratuit, ce qui fait toujours plaisir. Mais à terme, moi, je me disais, je serais payé pour faire une review, un truc. Ça se fait très peu pour l'instant. Ouais, ça c'est un truc qu'on peut balancer un peu parce que les gens savent pas trop, mais les gens, moi j'en reçois toutes les semaines, que en général je réponds même plus. Les mecs en général, boîte de plugins, ils t'envoient leur plug, ils te donnent une licence, puis ils disent hey, gros, fais-moi une review, machin. Puis derrière ils vendent des plugins, tu vois. Ce qui est en vrai, à mon sens, un deal de merde, vraiment, pour YouTube, tu vois, pour les créateurs de contenu, peu importe, ou ceux qui sont sur YouTube. Parce que si tu kiffes le plugin, tu vois, moi c'était pas dans le but de faire une review le plugin, mec, le plugin, alors certes, ça a un coût de développement, tout ce que tu veux, mais une fois que le plug il est là, tu vois, ça leur coûte 0 de le filer parce qu'il faut pas croire, hein, ils vont démarcher en masse. Bien sûr, sur tous les réseaux, ils filent Donc pour eux, c'est vraiment de l'acquisition très peu chère, tu vois. Et de demander, tu vois, dès que tu demandes 500 boules, 1000 boules, les gars ils sont non, surtout pas. Enfin, tu vois. C'est vrai, même pour ta chaîne. Bien sûr. Je pensais pas. Ils te filent 200 boules, genre, t'arrives à négocier 200 balles. Je pensais que tu. Genre, mais c'est pour ça qu'il fait pas de. C'est pour ça que je fais pas. Non, mais c'est. Des fois, j'ai eu des propositions dans ce sens. C'est 2000 balles ou rien. Mais je pensais que toi, ton niveau, il te passerait beaucoup plus. Moi, si je le fais pas, c'est même pas parce que moi, c'est pas ce modèle-là que je cherche à faire. Bien sûr. Et parce que je veux pas être dépendant des marques, des placements, des machins. Parce qu'après, il y a d'autres raisons aussi, tu vois. Si je fais une review d'un plugin, c'est une vraie review, tu vois. Si c'est de la merde, je vais dire c'est de la merde. Si ça sert à rien, puis que c'est un énième EQ bidon qui sert à rien. Mais ça tu peux refuser le set. Oui, mais le problème, c'est que si tu donnes ton avis franc, les 3/4 des boîtes derrière, elles vont pas vouloir. Pourquoi ? Parce qu'elles vont poster, tu dois envoyer la vidéo, ils doivent accepter. Et c'est là où tu fais. Enfin, tu vois. Et en fait, tu peux pas. Si vraiment tu veux avoir ce modèle économique, tu vas devoir souvent fermer ta gueule ou dire oui, c'est super. Enfin, tu vois. Et puis c'est pas dans ton intérêt par rapport à ce que tu fais d'habitude, tu vois ce que je veux dire. Moi c'est au contraire, tu vois, je veux dire et d'ailleurs des fois je parle de plugins, je fais en vrai des placements, tu vois, je suis pas payé mais sans le faire exprès parce que c'est des vrais tools que je kiffe et que j'utilise. Et je le dis, je suis pas payé les gars, j'ai rien à foutre, j'en parle, c'est un truc qui est bien, tu vois. Puis si une fois ils veulent t'envoyer une petite licence gratos, c'est gratis. Non mais à part ça, j'ai eu plein de licences gratuites parce que quand on reçoit les mails là, ils te filent la licence hein.
Ouais. Tu fais la vidéo, tu la fais pas, eux, ils en ont rien à branler derrière. Toi, tu la licences, tu les as. Tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, après, c'est. C'est vrai que si t'as un plugin que t'aimes pas, puis t'es forcé de dire du bien. Non, mais tu peux refuser la collab. Tu refuses la collab. Mais si, du coup, justement, ton modèle économique, c'est ça. C'est d'avoir des collabs, puis c'est comme ça que tu veux vivre, enfin tu vas faire du cash. Moi, je suis tombé sur 2-3 gars sur Insta qui vendent des outils, mec, éclaté cet outil. C'est de la merde. C'est de la merde, ou ça sert strictement à rien, ou au contraire, ça va te fausser dans ce que tu fais. Puis, et puis en fait, tu vois clairement que c'est un placement. Ils font genre que c'est pas un placement, mais on n'est pas. Mais ça, il n'y a rien de pire. Mais les gars, ils ont tout pour bien faire. Ils ont une communauté sur Insta formidable. Ils préfèrent un truc quali et ils se rabaissent à 100 € de placement d'un truc pourri, voire même moins. C'est un peu le problème. Et puis je trouve ça hyper dommage. D'ailleurs, vous allez vous reconnaître pour ceux qui matent chez Canadien, qui matent le podcast. Okay. J'ai échangé avec 2-3 d'entre eux. Je sais pas qui tu et puis, je vais pas balancer de nom. Même si le podcast s'appelle Audio sans filtre, juste par respect pour leur chaîne. Mais du coup, ouais, les gars, arrêtez en fait. Rabaissez-vous pas à des plugins de merde. À la limite, si t'as envie vraiment, tu parles de vrais plugins, et puis eux, je suis sûr, vu que t'as assez de followers, ils vont te donner un petit quelque chose, si vraiment, tu vois. Après, tu peux faire dans ce modèle des vrais partenariats à long terme. J'en sais rien, avec Thomann, par exemple, ce genre de plan, puis tu fais de l'affiliation. Ouais, maintenant, ils ont lancé, par exemple, typiquement sur Insta, ils ont lancé un petit crew d'artistes là, dont Renoiser que je connaissais avant, qui fassent ça aussi, là. Monte le son, YouTube, monte le son, et c'est des artistes assez intéressants. J'aime bien leur approche de présenter les produits. Et puis c'est une chaîne, je savais pas, c'est Renoiser qui m'a dit en fait c'est une chaîne Thomann, je crois, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas c'est sponsorisé à 100% par Thomann. Et puis du coup ils ont ça comme job à côté, où ils font des vidéos de temps en temps pour Thomann, ils reçoivent du matos à tester et tout, et ça je trouve ça super cool pour eux. Et puis en général c'est des instruments qui review, des trucs comme ça. D'ailleurs big up à Renoiser, faudrait qu'on fasse un podcast avec lui. Bah à fond, si Renoiser est chaud, moi je suis chaud. J'ai jamais rencontré dans la vraie vie. Je vois très bien qui c'est, j'ai déjà vu. À l'époque avec Erid, on s'échangeait nos musiques pour comme ça dans le fun là. Et puis on avait sorti sur un même label, je crois, de Vénus, je sais plus comment ça s'appelle, Abstract Records. Ça, c'est l'autre mec, le Ricain, là. Non, pas Venus Theory. Ça, c'est le Ricain. Il avait fait. Tu vois qui c'est, Venus Theory? Ouais, bien sûr. Il a commencé à être. Il a une voix off lead. Donc il est fait pour faire de la radio. C'était notre community manager à nous pendant un moment. Incroyable. Ouais, après. J'aime bien son contenu. Ouais, il fait du cool contenu. Il a bossé pour Fragment Audio à l'époque, quand on était encore Fragment Audio. Et pendant une année, c'était notre community manager qui faisait les vidéos YouTube et tout. Allez checker Venus Theory, les gars. Non, allez pas checker. Si, allez checker. Non, c'est devenu un bal-trou un peu. Je sais pas. Ben, je sais pas, du jour au lendemain, le mec, sa meuf, c'est devenu son manager. Et puis, du jour au lendemain, le mec, c'est devenu un trou de balle. Il nous a écrit sa meuf, faut enlever tout son contenu de votre chaîne. Je dis non, meuf, j'ai rien enlevé, je l'ai payé pour ça. Il contrôle son image, gros. Ouais, sa meuf, elle contrôle et tout. Mais je crois que maintenant, il s'est un peu maqué avec des marques. Et puis, il doit avoir des contrats un peu. Je comprends. Des contrats un peu plus gros, peut-être, ou je sais pas vraiment. C'est devenu un peu une resta, le mec. Donc, tu sais, les gens, dès qu'ils deviennent un peu célèbres, ça leur monte à la tête. Et puis, ils deviennent tout sauf respectables. Ça dépend les gens, mec. Genre Igor, tu sais. Ouais. Moi, j'ai toujours été imbuvable. Non, bien avant. Ça va. Non, ça va. T'as pas encore eu la fame qui t'a monté au cerveau. Un petit peu, mais pas trop. Ça va. Ok. Bon, et puis du coup... C'est la balle perdue du podcast. Voilà. C'est un peu ça, quoi. Et puis du coup, il y a quoi comme projet un peu que t'es en cours maintenant, c'est tout? Ces temps, sur YouTube, là, je me suis remotivé au tuto, justement, sur ma chaîne principale. Et puis... Du coup, la strat maintenant avec YouTube, c'est tu reprends ta vieille chaîne, tu relances des tutos dessus en français, ta chaîne en français, Moodboy FR. Je me réjouis de tester. Là, j'ai eu une notif, ça te concerne aussi. Tu as les auto-dubbing. Ouais, les traductions, mais ça te fait une voix off. Enfin mis disponible ça pour... Ah, t'as reçu? J'ai reçu la notif, mais j'ai pas pu essayer encore. Parce qu'avant, jusqu'à il y a pas longtemps, c'était que les grands youtubeurs. 2 millions de followers. MrBeast, compagnie. Ah ouais, c'est ça? Ouais, j'ai reçu l'email c'était les bêta-testeurs, Good news. Ouais, non, mais il avait annoncé dès le début qu'il testait déjà avec quelques chaînes et qu'après ça... T'as pas eu la notif? Alors, mec, là, j'ai pas arrêté. Toi, t'es très francophone. Donc, mais ça, c'est des portes ouvertes. Mais tu vois, moi, ça faisait longtemps, les portes ouvertes à toutes les fenêtres. Mais j'arrive pas à dire si c'est bien ou pas pour les petits youtubeurs à voir. Mais... en fait, je me demande ce que ça va donner parce que le truc...
tu vois, c'est qu'avant, peut-être, t'étais segmenté dans certains trucs. Et je sais pas, mec. Là, du coup, ça va ouvrir tout. Tu vas être en compétition avec tout le monde. C'est ça. Toi, t'as ta niche et t'es le meilleur là-dedans, mais là, tu seras potentiellement en concurrence avec d'autres. Avec les gros ricains, tu vois. Et peut-être que d'un coup, il y aura une chaîne qui aura trop de budget ou stage. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, t'arrives même pas à concurrencer parce qu'ils vont mettre le paquet. Enfin, tu vois. Alors, c'est dur à dire. Après, il y a peut-être aussi le fait, ça reste quand même de la traduction AI. Alors, moi, des fois, j'avais checké sur les gros channels, c'est assez insupportable à écouter. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je pense que genre les Français préféreront, s'ils ont le choix, écouter l'original en français. Tu vois, je sais pas. Sûrement. Et peut-être ça va quand même te booster, toi, enfin, quand même les francophones en premier pour ceux qui cherchent en France. La langue de base, je pense que c'est celle qui va être plus le problème, c'est que les Français vont pas plus apprendre l'anglais, ça va être encore pire. Déjà qu'ils apprennent pas l'anglais. Nous, on a beaucoup d'anglicisme dans la musique, quand même. En général. Des fois, on a des commentaires, l'anglicisme. Mais ça, c'est un truc, les Français, ils ont de la peine, ils sont attachés avec leur voix. Tu vois, je peux comprendre, mais après, dans l'audio, c'est comme ça, quoi. Ouais, c'est clair, mais que n'importe quel plug t'ouvre. Après, moi, ça me fait marrer aussi, c'est comme je disais en anglais. C'est comme je disais à Knarf sur un autre podcast encore, on parlait de ça, parce qu'il me disait ça, ouais, t'es connu pour tes anglicismes, et je disais aussi, mais c'est déjà, j'en joue, parce que ça fait commenter, tu vois, ça aide. Et aussi, c'est que nous, on consomme du contenu en anglais, tu vois. C'est ça le truc, ça. C'est que tu consommes plein de contenu. Moi, la majorité des trucs que je mate, c'est en anglais. Donc après, des fois, tu penses, t'as les mots en anglais, puis qui ressortent, ça vient, puis tu les sors. Des fois, 2-3 mots, c'est tellement plus parlant de les dire en anglais parce que ça a plus d'impact aussi. Ça veut dire tu les places mieux, tu sais. Non, mais clairement. Et là, je pense que le truc de dubbing, là, ça peut être bien pour par exemple, des chaînes aussi, pour qu'ils aient d'autres publics qui matent. Après, comme tu as dit, tu as le désavantage de mise en concurrence avec d'autres channels, ou comme toi, tu as dit, des channels qui ont plus de budget, plus de moyens. Et ça peut être un peu. Même MrBeast, bon, c'est un autre game, tu vois. Même maintenant, il est beaucoup regardé par des Français, en fait, je savais pas. Mais les petits, ils regardent. Bon, mais lui, avant qu'il y ait ça, il faisait du doubling, hein. Il payait des doubleurs, il doublait dans toutes les langues, ce taré. Il avait MrBeast, c'est un vrai doubling qui est pour le coup mieux que de l'AI, tu vois, parce que c'est des vrais doubleurs. C'est une vraie voix. Ça faisait vraiment les doublings comme les chaînes américaines sur MTV. Il a des gros doubleurs, exactement. Il a des gars famous qui font du doubling et tout, tu vois. Donc il avait les gars qui faisaient Pimp My Ride, les traductions de Pimp My Ride. C'est un peu ça, la même vibe, exactement. Aujourd'hui, je vous fais gagner 1 million. Écoute, on va voir, mec. Moi, je suis curieux de voir, mec. Pourquoi pas. Puis du coup, derrière, vu que YouTube, ça paye pas des masses, que le streaming, ça paye pas des masses, quand tu essaies d'en vivre depuis la Suisse, c'est quoi derrière? C'est de la visibilité que tu gagnes pour pouvoir être producteur pour des artistes, où ils te payent des beats. Ça s'est fait un peu, j'ai testé pas le truc, hein. J'ai vendu des prods en ligne aussi. C'est Beatstar, des trucs comme ça un peu. Alors je suis sur Airbeat, mais c'est la même chose que Beatstars. Ils ont le même trafic et tout. Ça marchait à l'époque, là, ça marche plus du tout. Alors après, j'ai aussi un petit peu arrêté un moment parce que ça me prenait beaucoup de temps pour pas énormément de revenus, mais là j'ai essayé de reprendre un peu et non, là ça marche plus. Mais je pense que la concurrence elle est devenue vraiment trop rude, quoi. Elle est énorme. Mais il y a 5-6 ans, j'ai quelques prods qui ont un peu marché. 130 000 vues, mon meilleur tie beat. Ok. Que c'est pas mal, quoi. Mais j'ai quelques prods qu'on fait dans les entre 10 et 50 000, enfin en 10 et 130 000 vues à l'époque. Mais là, je suis plus trop dans ce game-là. Et du coup, tu fais comment pour en vivre? C'est pas indiscret. Tu as des services que tu vends? Enregistrement ici. Mix. Donc des artistes du coin, quoi, de la région de Neuchâtel. Il y a pas mal de jeunes qui se lancent et qu'on dans un studio, quoi. Même truc, quoi. Faut aller local déjà. Pour les gens clairement. Qui voudraient commencer, tu vois, je veux dire aussi. Qui voudraient vendre leur série audio, machin, attaque chez toi déjà, tu vois. Chez toi. Avoir tous les fonds. Ouais, du coup, c'est vrai que je suis assez diversifié. Et après, je me suis mis... j'ai acheté une bonne caméra là, pour mes vidéos YouTube. Du coup, j'ai appris à m'en servir pour faire des clips aussi. Donc, je fais quelques clips. Donc, des fois, ça faisait d'une pierre deux coups. J'enregistre quelqu'un ici et je fais le clip. Tu peux faire un bundle, une offre complète. Ouais, voilà. En général, je fais quand même des prix accessibles, quoi. Donc, j'ai pas vraiment de bundle officiel ou comme ça, mais dans un truc qui te permet à toi de vivre d'une part et à l'autre personne de pouvoir revenir aussi. Exactement. Te remandater, quoi. Ça, c'est bien. Je pense, si tu veux te lancer en Suisse ou en France...
soit t'es le meilleur dans un domaine, tu vois. T'es le meilleur en mastering, par exemple. T'es le GOAT là-dedans. T'es le GOAT en mix. Mais sinon, il faut se diversifier, en fait, et tester différents trucs, quoi. C'est un peu ce que je fais. Ouais. Après, je pense que c'est question d'intérêt, tu vois. Il y en a qui peuvent être que beatmakers. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien aussi faire du mix. J'aime bien aussi faire du YouTube. La vidéo. J'aime bien faire de la vidéo, des clips, quoi. J'aime bien apprendre des nouveaux skills aussi, en fait. Ouais. Plutôt que de... j'essaie aussi de me perfectionner dans ce dans quoi je suis calé. Ouais. Mais c'est vrai que j'aime bien explorer d'autres trucs. Et du coup, ça peut t'offrir d'autres revenus possibles, quoi. Mais, Je sais que tu avais essayé, si on parle de réseaux sociaux, Twitch. Twitch, c'est encore d'actu ou vous avez arrêté le streaming? Twitch et TikTok. Ça prend un petit peu ou pas du tout? TikTok Live. TikTok Live, ça prend. Non, je dirais pas que ça prend dans le sens que ça me rapporte quelque chose. Non, mais ça prend, genre, t'as une communauté qui commence à venir regarder gentiment. Un peu plus sur TikTok, sur Twitch, pour l'instant, c'est compliqué. Donc là, je crois que j'ai fait pas mal plus de contenu TikTok, tu vois, c'est un truc que je délaissais, TikTok et Instagram, je me concentrais que sur YouTube. Ouais. Et là, je teste un peu plus, tu vois, d'autres réseaux sociaux. Ouais. Et je pense qu'une fois que j'aurai assez de followers sur Insta ou TikTok, je vais plus lancer le Twitch pour avoir déjà tant de viewers qui regardent. Qui peut venir. C'est ça, ouais. Mais sinon, si tu débutes avec 0 viewers sur Twitch, c'est compliqué, quoi. C'est hardcore, hein. Mais Twitch, c'est dur, hein. Faut grinder. Faut TikTok Live. Tout le temps. Bon, après, sur Twitch, par exemple, dans notre niche à nous, le streaming, si t'as 100 personnes qui matent un stream. Ouais, mais c'est dur. Dans la musique. 100 personnes, quoi. Ouais, mais je dis, si t'arrives à atteindre les 100 personnes, déjà, c'est super bien. Parce que ça veut dire que t'as 100 personnes qui sont impliquées. T'as une vraie communauté, quoi. Ouais, j'en ai fait un seul pour l'instant. YouTube, tu vois, tu restes sur YouTube. Et YouTube, ils reçoivent de la notif aussi. Ouais, c'est ça. Tu reçois un mail quand tu lances tous tes followers reçoivent un mail. Ils font tout pour que ça facilite aussi. Hein. Ouais, parce que c'est aussi leur but. Un live, ils savent que c'est plusieurs heures, donc ils savent que la personne elle reste dessus. Et puis elle balance. Potentiellement, il y a des pubs aussi, donc eux, c'est du gain pour eux. Ouais. Ils t'aident. Tu sors de l'écosystème. Le streaming, je pense que c'est super chaud parce que c'est vraiment ce truc. Il faut être ultra constant tout le temps, les mêmes heures, les mêmes trucs, et puis il faut vraiment avancer. C'est vrai que niveau musical, j'ai pas entendu. Après, je suis pas non plus digué Twitch, mais c'est vrai que Twitch, pour moi, le premier truc top of mind qui me vient, c'est gaming. C'est pas forcément dans la musique. T'as tout, je sais qu'il y a tout. Il y a des gars qui font du pain en live. C'est clair, c'est connu pour le gaming. Mais c'est vrai que ceux qui cartonnent sur Twitch. T'as Disclosure qui fait des Twitch. T'en as pas mal. Hein. T'as pas mal de gars qui font des streams. J'ai vu la Joyka qui est un peu, on va dire, le producteur, enfin qui fait de la musique. Ouais, mais il fait plus qui fait plutôt entertainment. Il a fait un live avec Bob Sinclair. Bob Sinclair. Il était cool, j'ai vu ce truc-là. Et aussi avec Vald, non aussi. Ouais, c'est possible, ça j'ai pas vu. Ils ont écouté une track, sur Twitch, grosse track hard indus. Mais c'était sur Twitch. Je crois que c'est sur Twitch. Je suis pas sûr maintenant. Ouais, Vald il s'est mis dans la techno là. Mais ça a buzzé. Ils ont écouté une track, je crois, ça a buzzé. Et du coup, je crois qu'il tourne un peu avec. En live, il fait son remix. Enfin, c'est Vladimir Cauchemar qui a fait le remix de sa track. C'est ça qu'il fait en live. Puis je crois qu'ils ont fait une collab maintenant. Et puis, écoute, ça l'a fait un peu. Il est revenu un peu sur le devant de la scène, au final, avec ça. Ouais. Donc je pense qu'il tourne un peu autour de cette vague, au final, qu'il le ferait pas aussi. Et puis, mais ouais, c'est marrant. Mais c'était avec Joyka, non, justement, qu'ils ont écouté. Ça, j'ai pas vu alors. Il me semble que moi, j'ai vu en live, quoi. Un short sur Instagram. Ouais. Moi, j'ai vu avec Bob Sinclair. Avec Bob Sinclair, il a fait aussi. Poser des questions, des trucs. Il a une bonne vue. Bob Sinclair, il revient un peu devant de la scène, j'ai l'impression, un peu là. Ouais. Mais il est bon au market. Hein. Le coup du masque, enfin du masque du. Il nous a tous suivi. Il nous a tous niqué, quoi. Il a fait croire qu'il s'était fait refaire la gueule et tout. Mais c'était bien fait, tu vois. Oui, en fait, c'était un coup de com'. C'est un coup de com'. Il a demandé à un pote de le filmer un café parisien. Ouais, c'était bien fait. Comme quoi, tu sais, genre de regarder on s'est tous fait avoir. Mais on en parlait pas dans un autre podcast de ça? Je me rappelle plus. Oui, je crois, on en parlait, ouais. Oui, quand c'était sorti, on avait fait un podcast, on s'est bien fait niquer. Puis dans le clip, en fait, le clip du son, là, il se fait arracher par une meuf. En fait, c'est ça que j'ai vu, mais j'ai pas vu les vidéos d'avant. C'est là où tu t'es dit, ah putain, c'était du fake, en fait. Mais il a bien géré, il a gardé ce make-up à un moment. Ah, c'est bien vu, ce genre de com. Dans sa com, quoi. Ouais, faut être créatif. Stromae avec son clip à l'époque, là, formidable. Ouais. Où il fait la statue, là.
fait semblant d'être bourré. Puis les gens le filmaient. Sauf qu'après, dans le clip, tu vois, les gens le filmaient. Ah, ok. Ouais, je sais pas. Et il se fait vraiment arrêter par les flics à la fin. Qui veulent un beau morceau et tout. En plus, Bob Sinclair, honnêtement, il est cool, la track. Ouais, il a une grosse culture musicale, lui. Il a une grosse culture musicale. Ça fait partie de l'histoire de la musique électronique française, quand même. Puis même mondiale, j'ai envie de dire. Mais ouais, c'est cool. Puis du coup, au niveau musical, toi, tu avais le boys, enfin, musique rock un peu, tu faisais à l'époque. Ouais, après, tu t'es dirigé dans la lo-fi et le hip-hop, là. Je sais que tu fais beaucoup de prod pour des artistes locaux, mais t'as dit que tu vendais tes prods aussi en ligne. Alors, quand tu mettais sur YouTube, tu redirigeais les gens pour que tu achètes l'instru. C'est ça, derrière. Ouais, du coup, en principe, les prods qui... Bon, des fois, c'était aléatoire. J'avais des prods qui avaient peu de vues, mais quand même, quelqu'un l'achetait, mais c'est rare. En principe, il faut faire quelques milliers de vues si tu veux vendre une licence, quoi. Ouais. En dessous. Puis c'est des gens qui voulaient exclusif ou c'est genre plusieurs artistes qui ont le même morceau? Ouais, en général, les gens ils vendent toutes les licences possibles, Wave, illimité, enfin avec les stems ou exclusifs. Certains ils mettent leur exclus à 1000 balles ou comme ça. Moi, je n'avais pas cette stratégie. Je mettais mes exclus à 200 balles, je crois. Ouais. Ce que tout le monde va dire que c'est trop peu. Ouais. Mais il y a plein de plateformes qui font ça. J'ai vu par défaut. En général, les exclus, souvent, il faut demander le prix au beatmaker dans le but que ton exclu, tu la vends qu'à un artiste connu. Ouais. Mais je sais pas, ça me parlait pas. Je me suis dit, moi, mes exclus, ça me va de les faire à 200 ou je crois 300 $ des fois je les faisais. Ça reste accessible pour à tout le monde. Si quelqu'un veut vraiment l'exclu, il peut l'avoir. Et en soi, par rapport au nombre d'heures que tu passes derrière la production, c'est même peu... Enfin, certes, c'est accessible, mais c'est plus cher payé pour ceux qui disent c'est cher. Moi, mais après, il faut avoir conscience du monde dans lequel tu vis et tu vois qu'il y a tellement de beatmakers. Donc... je pense que c'est un des trucs les plus saturés, ça, en vrai. Ouais, maintenant, je pense... Même, tu vois, quand tu vois les gros gars, mec, ils sont tous là à produire gratos. Les mecs, ils sélectionnent 1 sur 100 qui kiffent. Je suis tombé sur un ad l'autre jour, je saurais même pas dire le nom de la boîte qui fait ça, où en fait c'est les gars qui font des prods et puis qui comment dire, ils mettent genre sur YouTube ou comme ça, puis les gens ils demandent une licence ou quoi, mais ils payent jamais le gars. Ou ça arrive des fois comme ça, ou genre ils rip off sur mais YouTube, ils rip direct puis ils release sur Spotify et tout, puis eux les gars ils ont fait une plateforme où en fait si toi t'as déposé, si t'as déposé ta track, t'as déposé ta track, genre je suis à pour comme ça. Et puis quand tu déposes ta track ou que tu la déposes même sur les plateformes, par exemple Shazam, ça reconnaît le morceau, etc. Même avec les paroles, ça reconnaît bien. On a fait une plateforme justement qui scrute, on va dire, sur toutes ces plateformes de distrib le morceau. Et du coup, toi, t'es pas au courant que ta track elle a été rippée de YouTube. Et après, tu peux claim, vu que t'as les droits sur le. Mais je connais cette plateforme. Et tu peux claim les droits sur un chat. Puis il y a plein de gars qui claiment justement des droits sur des morceaux qui savaient même pas qu'ils étaient sortis. Puis des tracks ont fait 10 000, 100 000, 20 000. J'ai tu fais ça sur, je sais pas, 50 morceaux, 100 morceaux. C'est quoi le nom déjà? T'as fait le million. Je sais plus justement, mais j'ai vu les ads il y a pas longtemps. Mais m'avait contacté, je crois. Il m'avait contacté pour que je fasse une vidéo pour cette plateforme. Justement, finalement, j'avais pas fait parce que j'étais pas convaincu des conditions, mais ils m'avaient quand même laissé essayer leur plateforme et c'est pas mal. Ça marche bien. Alors, j'ai mis mes prods et tout, mais du coup je faisais déjà plus trop de prods, donc je suis moi ça me sert pas trop quoi. Mais tu vois, genre ta track puis, à 130 000 plays, 6 mois gratuits, puis j'étais non. Mais ta track à 130 000 plays, ça vous j'ai regardé. J'ai trouvé quelques. Après il faut un peu de patience, tu dois regarder que tu l'aies pas vendu quand même, tu vois, parce que j'avais quand même quelques ventes Herbit, tu vois, je sais pas combien j'en ai fait en tout, mais tu vois, ceux qui l'ont rip de YouTube, si t'as regardé détecté qui c'est qui a release sur Spotify ta track, j'ai regardé, j'ai découvert des trucs. Tu peux tes droits derrière directement au... j'ai découvert des trucs où il y avait encore mon tag, donc il l'avait pas il avait même pas enlevé le tag, quoi. Non, si tu payes pas, moi je mettais toujours mon tag sur la version YouTube pour pas me les faire piquer, mais maintenant les gens ils s'en foutent quoi. Mais en plus, ils peuvent release des trucs avec des tags et t'es là, c'est dégueulasse. Tu peux enlever le tag assez facilement, parce qu'en vrai de vrai, tu vas sur ces trucs de stem split, puis tu regardes là où il y a le tag et puis tu vas juste sélectionner. Si c'est une voix en plus, c'est encore plus facile à enlever. Tu coupes juste la partie, il y a le tag et puis. Mais ça reste que. Non, mais je dis. C'est vrai que c'est un marché oversaturé. Bien sûr, c'est facile.
Et AI, qu'est-ce que t'en penses? Tu utilises l'AI? Ouais, bah c'est une bonne question. Tu vois, j'y pensais là dans nos discussions. Il y a plusieurs passages où on pouvait penser à l'IA, tu vois, mais bah tout ce qui est prod, tu vois, c'est vrai que je me pose la question aussi. C'est déjà hyper saturé les prods, faire tes beats, mais est-ce qu'on aura encore besoin de beatmakers ou d'autant de beatmakers? Je sais pas quoi. Avec l'IA moi, et je trouve tout, que pour les beats comme ça, tu sais, les beats très classiques, avec tous ces sons classiques, en vrai, ça marche vachement bien. Suno, tu lui fais générer un truc, parce que c'est ultra standardisé, tu vois. Je trouve violent à quel point ça... t'as les boucles, t'as Splice. Ouais, bien sûr. Il faut quand même quelqu'un qui assemble les boucles, mais en soi... Après, bien sûr, il y a toujours les débats, c'est triché et tout, mais le fait que ça soit là et que ça progresse... Tu vois, ça sert à rien de te battre contre ça, en fait, quoi. Ah non, tu vas pas pouvoir te battre après... Ouais. Après, c'est il y a moins de beatmakers maintenant, je pense, parce qu'avant, il y a 20 ans en arrière, tu commençais du rap, allez, disons, je voulais être rappeur, je devais payer un beatmaker, quoi, j'avais pas le choix. Ou alors je devais demander à un pote tu devais trouver. Tu devais trouver un beatmaker. Maintenant, tu vas sur YouTube, tu télécharges des prods et de n'importe quel style. T'as des type beat, rock, pop, ce que tu veux. Et vraiment des bonnes prods, honnêtement. Que pas tout le monde va pouvoir faire une prod autant bien. Et encore pire que ça, tu fais ce que tu dis, et après tu fous ça dans Suno, tu refais générer un truc un peu différent à partir de là, et tu vois. En 2 clics, tu peux avoir un pote. Alors après, est-ce que, tu vois, comme on en parlait avant, en fait, dans le podcast d'avant, et on disait que finalement, le problème, c'est que ça formate encore plus. C'est déjà ultra formaté, mais tu vois, avec l'AI, ça te génère des trucs, tu vois, c'est des moyennes de trucs déjà faits. Est-ce que tu as envie de ça, tu vois, dans tes prods? Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours la même chose, mec. On en parlait dans l'autre question, au bout d'un moment, tu vois, la propre AI va se nourrir d'elle-même, tu vois. Ouais, mais donc, sauf que... là c'est les débuts, tu vois, mais maintenant sur YouTube tu trouves vraiment n'importe quel style, tu vois, tu peux découvrir des type beats que t'avais pas idée, et si t'arrives, je sais pas à quel point ça marche, mais si t'arrives à donner cette référence à une IA, tu vois, tu vas pouvoir créer des trucs perchés, que même si c'est fait par une IA, mais ça va être un truc perché que peu d'humains auraient pu trouver, tu vois, enfin, je pense que tu vas pouvoir faire des trucs aussi non conforme, non classique avec de l'IA, tu vois. Après, je pense dans le produit on n'en est pas loin du... directement par l'IA, non, parce que vu que c'est un algorithme machine learning qui va se baser, on en parlait avant, ça va se baser sur ce qui est existant, puis ce qui est existant, c'est très formaté, t'écoutes la pop, ça reste de la pop, tu vois, ça a quand même un certain format de production qui reste assez identique, mais les producteurs... même si ça a de l'originalité dans les producteurs, tu vois. Mais je dis, ça crée des moyennes, ces IA, c'est ce que ça fait au final, dans un algorithme, puis du coup, quand ça va générer un morceau... Les humains, on fonctionne pareil, On fait que la musique qu'on fait maintenant, c'est que l'inspiration d'autres morceaux. On l'aurait jamais faite dans les années 70. C'est ça, justement. On fait que à peine différent que ce qu'on entend finalement. Puis on dit c'est un nouveau style, mais on fait jamais un nouveau style, quoi. Non, tu vois, il y a on mélange tu mélanges déjà tes inspirations à ta sauce. Si tu compares avec les années 60, enfin j'en sais rien, mais ça a rien à voir, certains styles, enfin les sonorités on a évolué de fou. Même sans parler, il y a la technologie aussi qui fait que, mais même je veux dire, je sais pas, on avait la technologie pour faire de la trap, on aurait pu la faire, je sais pas, dans les années 80, je pense. Il y avait les 808, même années 70-80. Dès qu'il y avait la Kai MPC, tu pouvais déjà faire de la trappe. Tu vois, pourtant on le faisait pas parce que... C'était pas c'est des courants. Mais justement, tu vois, ça, c'est les humains qui créent ça. Alors, tu vas pouvoir prompter ça, entre guillemets. Mais le truc... Enfin, je sais pas. Tu vois, c'est comme on disait avant, en fait. Tu vas avoir des courants qui vont se créer avec ça. Ça va fonctionner. Mais après, il y en a qui vont dire, OK, maintenant, ça, on a ras le cul, on va aller dans l'autre sens. Tu vois, on va faire des trucs totalement différents, recréer un nouveau genre, entre guillemets. Peut-être que l'IA, elle va même permettre de pouvoir plus créer un genre que ce que même nous, on peut le faire. On peut le faire, peut-être. Ouais, alors, certainement. Parce que nous, on s'en rend pas compte, mais on est méga limité par ce qu'on connaît. Les jeunes, d'ailleurs, ils font de la musique. T'écoutes les jeunes qui font des prods maintenant, certains beatmakers. Des fois, je me dis, mais... Pourtant, après, je me dis, ils ont beaucoup moins de connaissances que moi, peut-être. Mais ils ont grandi avec d'autres musiques. Mais tu sais, c'est souvent quand ils développent des nouveaux codes. Exactement. Et j'ai l'impression d'être en retard par des fois des jeunes. Mais souvent, c'est quand t'es pas bridé. Justement, quand t'es jeune, t'es pas bridé parce que t'as toute la connaissance. Et du coup, c'est là où tu vas dans des endroits où
t'aurais pas été si t'avais été autant deep dans le savoir aussi. Et ça, je pense, c'est un avantage que t'as quand t'es débutant, c'est que tu te mets pas autant de limites que quand tu commences pas, quoi. Moi, je faisais des trucs entre guillemets plus original quand je commençais à faire de la prod qu'aujourd'hui où je sais déjà un peu les codes, les machins et tout. Et du coup, c'est un peu plus formaté peut-être ce que je ferais aujourd'hui. Mais là, l'IA, par exemple, on disait dans le podcast d'avant, aujourd'hui, l'IA, vu que c'est du machine learning, c'est pas vraiment une IA. C'est du data, c'est une analyse de data qui est compilée, puis après, on extrait un truc. Puis je pense qu'on va passer un cap, ça c'est mon avis personnel, mais je pense que ça va être dans cette tendance-là. C'est le jour où on aura vraiment une intelligence artificielle, une vraie, où elle peut apprendre d'elle-même. Et là, on pourra peut-être surpasser le côté créer des nouveaux genres, etc. Genre typiquement Suno, un des plus gros défauts de ces IA, c'est que par exemple, il n'y a pas de vide. Tu arrives à détecter, alors il y a les artefacts, on en parlait avant, qui te mettent dans des sons, parce que ça vient puis il n'y avait pas les pistes, tu l'expliquais bien dans l'autre podcast, qu'il n'y avait pas les pistes des vieux morceaux. Ils ont besoin des systèmes pour nourrir exactement, et ils les avaient pas, donc ils les ont splittés eux, mais du coup ça fait des artefacts. Et puis pour en revenir sur la vraie intelligence artificielle, là, ça va pas forcément, alors ça va se baser peut-être sur le machine learning, mais ça va aussi s'auto-éduquer. Donc tu pourrais lui donner un morceau, il va l'entendre et il va comprendre tout de suite ce que c'est, etc. Alors qu'aujourd'hui, tu vas prompter, puis dans ton prompt, il va aller chercher, si tu veux, dans cette masse de données, ce qui ressemble le plus à ton prompt pour après... Parle dans ton micro, gros. Ça va aller chercher dans des segments de data pour créer quelque chose. Puis dès qu'il a trouvé son segment, si tu pars sur un truc pop, segment comme ça, il va te garder ce qu'il a eu comme éducation, comme qu'est-ce qui est de la pop, quoi. Et puis du coup, un autre truc qui est comme défaut, c'est les bruits blancs, les espaces, les temps morts, ça n'existe pas. J'avais entendu parler avec la track de Joule. Du coup, elle va tout le temps donner... mais ça va être réglé, ce problème. Ça va être réglé, mais je dis aujourd'hui, où on en est avec l'IA, c'est ça, parce que dans l'algorithme, je pense que c'est pas encore le cas. Mais d'ailleurs, petite pause boisson, puis ça me permettra de regarder... si les caméras tournent toujours. Moi, il y a un truc que je veux dire avec l'IA, c'est que, mec, en vrai, on s'en a rien branlé parce que le plaisir de kiffer, de produire, tu vois. Une heure de podcast. Parce que est-ce que tu as envie de tout prod à l'AI, tu vois, ce jeu ? Non, clairement. C'est toujours pareil pour le producteur, tu vois, mec. Il y a un moment, tu kiffes faire des beats, tu kiffes faire ton truc. Bien sûr, Donc, on va continuer à le faire de manière humaine, tu vois ce que je veux dire. C'est clair, et dans tous les cas, tu auras besoin quand même de quelqu'un qui valide et qui prend les choix. Qui prend les décisions. Je pense que le métier de beatmaker, il évolue aussi parce que je pense que je faisais une vidéo là, je sais pas si vous connaissez Bouchy, le rappeur là. Bouchy. Ça me dit quelque chose. Moi, je connais. C'est un rappeur, le producteur de Drum and Bass. Ouais. Mais ça, c'est Bunchy, je crois. C'est Bunchy. Ouais, c'est rien à voir. Bref, c'est un rappeur nouvelle génération un peu. Et là, il a fait un son qui est en train de percer sur TikTok où en fait le beatmaker l'a samplé Theodora. Et en fait, je me suis dit, allez, je vais faire un tuto là-dessus pour montrer comment il a fait la prod. Et en fait, la prod, c'est juste une snare par-dessus le sample de Theodora. Et c'est vrai que mais justement, original. C'est ça, mais après, mec. C'est ça que je vais pitcher de 4 semitons, mais il y a pas grand chose de la track officielle elle est pas encore sortie, là c'est juste l'extrait, peut-être ça va être un peu mieux, etc., quoi, mais pour l'instant ça a l'air vraiment très basique du coup extrait TikTok snippet, qui tourne voilà. Et mais là quand même ce que j'ai dit dans ma vidéo et que je pense vraiment pour le coup, c'est que beatmaker, tu vois, c'est des bonnes boucles, t'en trouves sur Splice, n'importe qui peut en assembler. Bref, des MIDI où tu mets juste un preset de VST qui te fait vraiment un bon son et tout. Ça, maintenant, c'est accessible à tous et t'as besoin de zéro connaissance. Mais juste l'oreille de trouver... ça c'est Theodora. Elle a déjà une voix aiguë de base, Theodora, tu vois. Si je le pitch encore si je prends juste ce passage et si je mets une snare qui fait cette rythmique, le truc est accéléré aussi. Des fois c'est un accident, c'est peut-être qu'il voulait faire un remix en fait. Et puis il a pitché le truc, puis il est tombé dessus, puis boum quoi. Presque tous les beatmakers peuvent faire cette prod, mais il y a qu'un seul beatmaker qui l'a fait, et les gens en fait en commentaire ils sont fans de il est pas encore sorti, mais tout le monde demande ça. Et du coup ça sera une collab officielle avec tu sais ça? Je pense qu'ils vont négocier les droits avec Theodora, mais il va clearer le sample. Je pense que c'est juste ça la question. Mais
tout ça pour dire qu'en fait, le job aussi d'un bon producteur, moi, je pense que ça va être juste d'avoir l'oreille, quoi. Bah oui, d'avoir les idées, hein, de base. D'avoir le truc, de trouver une vibe, bien sûr. Parce que là, on a... Mais en réalité, ça a toujours été que ça. C'est juste maintenant, la barrière à l'entrée était plus dure. Il fallait avoir toutes ces skills. Mais à part ça, je pense que ces skills, enfin, tu vois, tu vas devoir quand même les avoir, tu vois ce que je veux dire. Parce que Staï, c'est un outil. Pour un gars qui a déjà les skills, c'est un super outil. Tu vas 4 fois plus vite. Un gars qui a pas les skills... Mec, tu vas être limité, tu vois. C'est comme, tu vois, en gros, je connais rien à la photo, j'ai des fils sur Insta, ok, super. 10 millions que tu fasses un truc bien. C'est ce que je veux dire. Ouais, mais tu vois, un beatmaker dans les années 80, 90, il faisait du finger drumming. C'était du sampling à l'époque, hein. C'est pas nouveau, disons, quoi. Ouais, mais les drums, il te les jouait avec un groove, tu vois. Bien sûr, il y avait dans les temps. Maintenant, les beatmakers qui peuvent te jouer un truc qui groove. Mais déjà, ils jouent plus. Ils prennent des loops. Déjà, le groove, moi, c'est un truc, ça me rend cinglé, tu sais. Les gars, arrêtez de faire des trucs sur la grille, quoi. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire, mec, c'est déjà... Après, il y a le courant où ça revient un peu, des fois, les trucs avec du groove ou les trucs un peu plus organiques, mais... Enfin, ça pourrait dire chaque métier évolue un peu, finalement, quoi. Ouais. Et ouais. Je pense voilà, on revient tout le temps à la même. On doit vivre avec notre temps, s'adapter et puis aller dans le sens qui te convient le mieux par rapport à tes propres objectifs, quoi. Et après, de pas forcément aller contre, mais d'en tirer avantage. Dans notre cas, l'IA, enfin, dans mon cas, ça serait de trouver des idées peut-être avec des trucs comme Suno ou d'un coup tu te crées toi-même ton propre sample, un truc, tu l'uploades dans Suno, il te ressort un truc génial, tu vois. Puis tu te samples un truc pour toi-même aussi. Puis tu refais après en studio, tu vois. Ouais, là je vais essayer Audimi aussi. Je sais pas si vous connaissez. Audimi, là je vois les pubs partout et j'ai pas testé. Mais j'ai vu un gars qui chante, tu vois, il chante très très mal, mais du coup il pitch avec ça et il prend une voix de femme. Tu vois, et ça le fait en sample de ouf, de chanteuse. Il y en a beaucoup. Ouais, voilà, et tu te fais ton propre sample. C'est quoi Udemy juste on n'est pas du tout sponsor Udemy, hein, mais vas-y. C'est j'ai pas testé encore, mais en gros tu vas pouvoir. C'est du text to speech, enfin et plus que ça. Chanteuse quoi. Ouais, ça te génère des voix. Alors soit tu peux chanter, ça va te faire un autotune, ça va te corriger ta voix. Tu vas pouvoir changer ta voix, prendre la voix de quelqu'un de connu ou quelqu'un random. Ça peut te faire des harmonies aussi. Moi j'ai beaucoup de clients qui font ça, ils font des harmos, tu vois, sur leur bac, sur leur voix lead, tu vois. Ça. Ils font les bacs avec ça. C'est pas mal. Pour les bacs, ça va, ça reste. Après des leads avec ça, tu vois. Ouais, là Après, si par exemple t'es un gars qui fait de la musique électronique, t'as pas de chanteur sous la main. Bah, fais pas de lead, mec, mets pas de voix. Ouais, mais je dis, suivant ce que tu fais, si le gars il a envie de rajouter et tout, bah c'est un outil en plus qu'il avait pas avant, et pourquoi pas en vrai. Ouais. En vrai. Ouais, mais en vrai, ils auront tous la même voix, avec tous le même preset, parce qu'en vrai, il y a 3 presets qui sonnent bien, ils disent tous le même, oui. C'est un peu pas une voix, c'est vraiment des voix par défaut qui existent. Et... Bientôt, tu pourras mettre ta voix, je pense. Tu peux même ça. Mais si tu chantes pas bien, tu t'enregistres déjà pas par défaut. Tu peux. Ouais. D'où l'intérêt d'utiliser un outil comme ça, je pense. Mais dans l'autre cas, t'achètes un micro, tu t'enregistres chanter, tu vois. Bah après, c'est toujours un peu topic, tu vois. Ça démocratise le truc. Genre n'importe qui maintenant va pouvoir chanter entre guillemets, sans savoir chanter. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu le principe. Si jamais vous savez pas, mais Igor, ça fait bientôt une année Igor, ça fait une année qu'il fait plus de vidéos YouTube. C'est une IA qui est à sa place. C'est pas moi. C'est sa voix, mais en IA. Là, il est pas là. La chaise est vide. On a un hologramme. C'est ça. Bah, bientôt, pour ça va être possible. Hein. On va pouvoir faire 14 channels où je me haïs, en gros. Ouais. Et VO3, c'est déjà incroyable ce qu'ils font. Je fais le compteur. C'est incroyable. Moi, je tombe sur plein de pubs de gars qui vendent des formations de en fait, comment générer. Maintenant, on reconnaît, tu vois. Et vu que la data, c'est que sur du selfie, les 3/4 des trucs qu'on voit, c'est du selfie. Tu vois ce que je veux dire ? On peut faire quand même un point sur les Français, qui sont quand même des gros racistes quand même. Les Français, il y a une trend de gars qui génèrent qui génèrent vidéo sur vidéo hyper raciste avec l'IA. Ouais. Mais genre hyper raciste, c'est que des blagues. J'en ai vu 2-3 les blagues, mais que des blagues racistes quoi. J'en ai pas vu 2-3. Moi j'en ai vu des québécoises comme ça. Mais je crois que ça, ils ont eu des problèmes là. 2-3 chaînes là, ils se sont fait. Ça va partir en steak. C'est parti en steak déjà pour 2-3 chaînes là, ils sont en justice et tout. Et ils mettent des trucs vraiment. Quand je dis raciste, c'est. Je pense même moi l'expliquer.
tu te ferais ban ta chaîne YouTube tellement que c'est. Après, mais ça, c'est le problème avec ce genre de truc. Hein. Ça va aller dans tous les sens. Il va y avoir tous les abus dans tous les sens. Là, après, ça va être régulé. Mais justement, il faut qu'il y ait des abus maintenant pour qu'ils régulent le plus vite possible dans tous les sens, que ce soit dans les droits d'auteur, que ce soit dans les trucs polémiques un peu comme ça. Ouais, les droits d'auteur, c'est un gros topic. Ça, c'est encore un autre sujet où ils sont encore bien en retard. On en parle à chaque podcast. De toute façon, pour les clips, en vrai, ça peut être intéressant, ça. Ouais, pour les clips, justement, il y a 2-3 artistes qui l'ont fait. Ils ont fait des bangers en termes de vidéoclips. Parce que c'est les premiers, et puis du coup, ça pop à cause de ça. Ils avaient le budget, je pense. C'était une collab aussi avec la boîte. Ils ont pu avoir des gros serveurs pour développer des trucs comme ça. Et j'ai essayé depuis la Suisse VO3, mais c'était pas encore dispo. J'ai dû utiliser des API avec des VPN pour essayer de générer. Ça marche super bien, quoi. Ouais, moi, tu les reconnais maintenant. Moi, je vois tout de suite, tu vois. Non, moi, j'étais trop chaud. Moi, j'ai toujours eu un petit rêve d'enfant. C'était de faire des dessins animés, mec. Ah ouais. Et j'ai trop envie de lancer un dessin animé. Mais ça va être possible. Mais genre, j'ai déjà commencé. Mais le truc, c'est que les serveurs et tout, là, c'est pas encore. Mais je crois que tu peux faire 12 secondes max. C'est pas encore un truc, parce que je voulais collab une fois avec des gars qui faisaient des animés, mais ça leur prend tellement de temps à faire que c'était infaisable sur le moment quand je lançais le truc. Puis je voulais lancer un peu dans le mood, tu sais, ces trucs américains des compagnies. Moi, c'est mon rêve, c'est d'avoir un animé comme ça, humoristique, as fuck. Mais ça, je pense, pour le coup, ça va être facile bientôt. Mais du coup, le jour où il y aura, je suis désolé pour les gars qui font ce genre de montage et tout, vous êtes très très forts, mais vous êtes trop coûteux, quoi. Mais le jour, un truc où tu lances une chaîne, où tu balances une petite série produite comme ça, mais il faut que ça soit bien fait, avec des voix off et du son. C'est une question de temps, hein, je pense. C'est qu'il y a une série IA qui perce. Et puis, ça va exister. Et puis, VO3, là, j'avais essayé, j'ai fait 3 secondes. C'est exactement ce que je voulais, mec. Les 3 secondes, il l'a fait tout. Oui, mais après, attention, le problème, c'est que tu dois faire tous tes plans, les faire matcher. C'est là pour le problème, tu vois, de faire matcher. J'avais fait 15 secondes, ça m'a déjà pris des heures entre prompter, trouver la scène. Tu vois, j'ai généré une image. Après, d'abord, j'ai dessiné, parce que moi, j'aime beaucoup dessiner. J'ai dessiné d'abord le truc. Après, j'ai donné pour qu'il génère une image finie de ce que j'ai dessiné. Après, j'ai écrit le script. Parce que faire un script avec l'IA, c'est pas aussi drôle. Tu fais des vannes pétées à ce et tout. Puis il connaît pas l'envers du décor de l'histoire que toi t'as envie. Donc j'ai écrit un script, après j'ai peaufiné, j'ai donné au truc. Puis il m'avait fait 3 secondes, puis tu fais 3 secondes par seconde. Mais il n'y avait pas encore la voix quand j'avais testé moi, où il génère la voix et tout. Tu dois faire la voix derrière. Mais du coup, c'est le lip syncing qui est chaud. Qui est HS. Qui est HS. Parce que le truc, il te prend pas le script, si tu veux. Bon, là, maintenant, c'est assez. Mais je pense peut-être maintenant, je pourrais trouver un moyen de faire. Mais je me dis, si un jour je me retrouve au chômage et puis que j'essaie de me trouver une petite passion, je pense que je me lance là-dedans. Ça peut être, je pense que ça va faciliter de ouf la vie. Comme passion, mais un truc de passion, pas un truc où je m'attends d'avoir un retour sur investissement. Et après, tu génères la musique avec Suno. Tu mastering fais toi-même, au pire, etc. mais un truc où tu peux vraiment t'éclater, tu t'inventes une petite histoire. C'est un kiff que je kifferais bien. Mais ça va ouvrir le truc à tout le monde. Tout le monde va bientôt pouvoir faire ce genre de plan. Parce que c'est une bonne chose. Mais c'est déjà saturé et ça le sera encore plus après. Et ce sera ceux qui auront des histoires mais après, plus originales et tout. Mais en fait, on va revenir, comme il disait avant, c'est au final, on va revenir au truc de base qui va primer et qui va prendre la valeur, c'est l'idée, c'est la création, la créativité. Ouais, je pense. Le meilleur script, les trucs comme ça, les trucs qui ont du fond. C'est vrai que les outils, on les a de plus en plus, quoi. Si tu enlèves toutes les barrières à l'entrée techniques et qu'il reste plus que le côté créatif et tout, au final, il y aura plus ça. Ce qui est bien, d'un côté, tu vois. Même sans parler d'IA, tu vois, là, ça fait peut-être 15 ans environ que la musique est accessible à tout le monde, en fait. Si tu penses, c'était pas le cas il y a 20-30 ans. Dans le sens où carte son, ordinateur, micro, c'est beaucoup plus compliqué. Tu fais un album, quoi. Enfin, c'est sûr. Moi, je simplifie le truc, mais en soi, tu peux, à mon frère, donc. Mais d'un autre côté. Avant, tu devais payer un studio, tu devais savoir. Il n'y avait pas 1000 cartes son comme il y a maintenant. À l'époque, sur la Baby Audio, cette vieille carton avec le potard rond là au milieu. Là. Ouais, je vois très bien. Elle chopait cette carton. Après, l'autre problème, c'est que du coup, c'est saturé de ouf. Tu vois. Tout le monde sort sa musique, comme si. Maintenant, même pour sortir sur les plateformes. Au début, c'était plus compliqué, je crois. Avec les débuts de Spotify, il me semble pas que c'était si simple pour mettre en ligne. Au début, t'avais moins de distrib. C'était. C'était peut-être assez facile. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Après, c'est comme tout. Dès le moment où tu satures. Ça, c'était plus cher, quoi. Ça, c'est clair que c'était plus cher. Dès le moment où tu satures quelque chose, tu auras toujours le 80% qui est pourri.
dans le sens pourri, on s'entend, c'est 80%, c'est du bas de gamme, c'est du vite fait, et puis t'as le 20%, c'est la loi de Pareto, hein. Puis t'as le 20%, c'est des gens vraiment impliqués qui le font à fond, puis qui le font de manière sérieuse, et puis c'est ces 20%-là qui rapportent à peu importe qui, que ce soit à la plateforme même de streaming, ou que ce soit même à le gars qui ça fait devient quand même plus compétitif, je pense, hein. Moi, je trouve que la musique est très compétitive maintenant. Je pense qu'on est encore, en termes de ratio médiocrité, dans la musique, je pense qu'on doit être à 95% sur les plateformes de streaming. Ouais, mais dans le 5%, t'as quand même énormément de monde. Ouais, enfin, franchement, des bons artistes. Pour dire qu'il y a énormément de monde. Mais t'en as plus qu'avant, ouais, je pense. Ouais, mais t'as plus de bonne musique qu'avant, mais t'as énormément plus de merde aussi. Tu vois. C'est 120 000 morceaux uploadés par jour. C'est plus dur, du coup, à trouver. C'est 120 000 morceaux uploadés par jour. 120 000 par... Ouais, ok. Ouais, puis sans compter que maintenant, t'as plein de trucs générés par de l'AI qui sont uploadés. En plus. Donc, je pense que là, on est passé à plus. T'as les fake comptes. Vous avez vu ça? Et ça, pour le coup, maintenant, c'est un fact. Il y a des fake comptes, des fake artistes, il y a sur les mecs qui sont poussés. Mais avant ils en parlaient pas, ils étaient en mode test, et maintenant ils s'en foutent. Depuis qu'il y a Suno et tout, il y a plus de barrières. Les gars ils disent on le fait. Et puis Spotify, à l'époque ils étaient déjà suspectés il y a quelques années d'avoir quelques faux profils, mais qu'ils avaient jamais dit que ça l'était, et puis que pour prouver, tu vois, dans la musique électronique et tout, il y a beaucoup de gars qui montrent pas leur visage dans la musique électronique et tout. On parlait de la lo-fi avant, c'est le cas là-dedans, c'est un très bon exemple. Saturé avec ça, hein, c'est clair. Apparemment, il y aurait 20% si c'est pas d'IA. Plus. Si c'est pas plus. Et, mais même, il y a d'autres producteurs, là, Eldre, c'est un producteur lo-fi, youtubeur aussi, américain, qui en parlait aussi, quoi. Puis c'est un peu avec lui que j'ai découvert ça. Et du coup, ça se confirme, quoi. Lui, il a ses streams tout baissé. Et apparemment, ils ont fait une étude, ils ont trouvé que 20% des artistes lo-fi sur Spotify étaient... générés par Spotify, quoi. Par Spotify, ouais, ou IA, quoi. Mais t'imagines, qu'est-ce qui t'empêche si tu veux faire l'enculé, là? Tu prends toutes des playlists Spotify, tu scrapes tout, tu nourris une AI avec, tu génères, je sais pas, 1000 morceaux lo-fi, tu vois, t'uploades ça à la masse, tu vois, et tu satures le truc. Non, mais mec, tu fais une sorte d'attaque DDoS, tu vois. Mais ça vient dans d'autres styles, quand même. Hein, pendant un mois, tu fais ça H24, quoi. Générer, uploader, on parlait du groupe de rock, là. Je sais pas si... Ouais, le fameux, on en a parlé avant, Sundown, et qui cartonne, en vrai. Ouais. C'est ouf. Ouais, c'est entièrement IA, et maintenant c'est officiel, hein, c'est sur leur page Spotify, c'est écrit. Mais tu vois, le vrai problème, c'est on parlait de ça aussi avant, c'est que tu vois, comment c'est Velvet Sundown Velvet. Ouais. Mais bref, en gros, c'est ultra pompé Velvet Underground, même la musique, hein. Ouais, bien sûr. Voilà, mais le problème, tu vois, c'est que l'AI qui a généré ça, certes, la musique elle est cool, les gens ils enjoy, très bien, mais le problème, c'est que les revenus que génère cette musique, en vrai, doivent revenir aux artistes qui ont entraîné l'AI, bien sûr. Vois. Et mais c'est pas le cas. C'est ça, ouais. Tu vois, ça sera jamais le cas. Bah ouais, parce que ça sera trop compliqué. C'est la boîte noire interne de Spotify. C'est ce que j'allais dire. Et puis après, t'as aussi la boîte noire de l'AI, tu vois, qui était. Faut traquer le truc. T'as 3 ou 4 boîtes noires jusqu'à que ça arrive à qui ça. Et puis du coup, ça arrivera jamais. C'est ça le problème. Ça arrivera jamais. Alors que c'est obvious. Je veux dire, t'entends le truc, ok, c'est Velvet Underground. Mais ça fait partie, je trouve, des combats où bien sûr, c'est clair, mais ça sert à rien de prendre ce combat-là. C'est comme le piratage dans les années 2000. C'est que tous ces... Tu peux rien là, tu vois. Ouais, tu peux rien faire. Non, au contraire, je pense qu'il faut se dire, ok, maintenant il y a ça, comment tu peux rebondir là-dessus, utiliser ça à ton avantage, au lieu d'aller te plaindre, tu vois, et puis être là, c'est scandaleux. Et puis je pense même qu'au bout d'un moment, il y aura vouloir réguler l'IA, peine perdue. Les régulations qu'il y aura, elles sont tellement fourbes. Et c'est déjà le cas. Quelques régulations, mais des trucs comme ça, savoir qui a nourri l'IA, quel groupe doit recevoir le truc. En vrai, ce serait assez simple dans le sens où tu pourrais faire une régulation, tu dis ok, tu veux créer une IA, mais maintenant c'est trop tard évidemment, mais tu veux créer une nouvelle IA, tu la nourris de data, cette data tu dois la déclarer, tu vois. Et là, bah voilà, ok, on a pris tout le catalogue XY de la musique, mais tu vois, suivant comment ils peuvent déclarer une partie de ce qu'ils prennent et le reste pas. De toute façon, c'est très bien, pertinemment. Mais tu vois, Spotify, ils ont tout le catalogue de la musique que tu veux. J'allais dire Spotify, c'est censé être ce modèle-là pour empêcher le piratage, pour remplacer la vente des CD, tu vois. Mais ça marche pas du tout, concrètement. Les groupes, ils se font beaucoup moins d'argent avec Spotify. Mais leur théorie de base, c'était de contrecarrer le piratage. Mais alors ça, pour le coup, ça a marché. Il y a plus de torrents maintenant. Enfin, ça existe, mais ce que je veux dire, c'est que... Mais ça n'a pas redistribué aux artistes. Voilà. Eux, ils prétendaient qu'ils allaient le faire. Ils en ont profité pour... Tu vois ouais. Mais tu vois, je pense qu'au bout d'un moment, il y aura juste les labels de musique, les majors, les gros...
Ils vont arriver à un moment, ils vont faire comme avec les plateformes style Facebook, Meta, parce que c'est au final une boîte noire. Ouais. Ils savent très bien que Spotify génère des musiques grâce à catalogue qu'ils ont distribué par... ils ont le data, donc ils savent très bien que leur data est utilisée, machin. Puis ils vont dire, ok, si tu veux que mon catalogue continue sur ta putain de plateforme Spotify... Tu payes une fille. Tu payes une fille. Et du coup, ils vont demander peut-être 100 millions par année pour avoir tout leur catalogue dessus, sinon ils retirent tout. Mais ça marche pas, ça. Et ils vont négocier ça. Ils ont négocié ça avec des... Elles l'ont fait, hein, à l'époque. Elle était pas sur Spotify, finalement, elle y est quand même, tu vois, ça marche jamais. Elle est revenue dessus, là ? Ouais. Récemment, ok. Il y a un moment déjà. Ouais, ok. Ouais, je pense qu'il n'y a aucun artiste qui arrive lutter contre... Je pense que là, c'est un artiste. Mais quand c'est tout le label, quand il a vu le catalogue, ça fait très mal à une plateforme. Mais je te dis parce que TikTok, ils ont Universal qui ont retiré les droits. Je crois que c'est Universal, on en parlait avant d'ailleurs. Mais c'est toujours retiré ou pas ? Ils ont réglé ce qu'ils devaient faire et ils ont remis. Mais parce qu'ils ont réglé ce qu'ils devaient faire. Taylor Swift, peut-être qu'elle a reçu un chèque, puis elle est revenue. Non, mais un artiste, ça n'a aucun impact. Les seuls, ce seraient les majors. Oui, mais peut-être les deux majors, si elle retire, oui. Ouais, mais peut-être qu'elle a reçu un fee, ça, j'en sais rien. D'ailleurs, on pourrait fact-checker le truc si Dani trouve un truc. Mais de toute façon, peut-être qu'elle a reçu un fee et elle est revenue à cause de ça. Ils ont fait des deals, donc ils vont pas retirer. Mais je dis, moi, je pense qu'au bout d'un moment, vu que c'est une boîte noire comme avec Meta, tu vois, impossible de Meta, enfin, si, ça serait possible, mais ils le font pas. De dire combien de stories Instagram ont utiliser tel morceau, etc. Tu vois. Et déjà, c'est pas l'avantage d'un major de dire à ces artistes qu'ils doivent leur payer plus. Eux, ils préfèrent que ça reçoive un forfait annuel. Puis dans ce forfait annuel qu'ils reçoivent de ces plateformes, de dire on redistribue tant aux artistes, puis on redistribue tant par rapport au succès qu'ils ont dans le label. Puis à mon avis, c'est ce qui se fait déjà. Ça, c'est pas nouveau. Pour le coup, et pour l'IA, ça va être la même chose. Pour le coup, YouTube, ça, ils le font à toc. Hein. Tu te fais striker, tu mets 2 secondes d'un truc copyrighté dans une vidéo. Deux fils, ils viennent prendre le revenu AdSense de cette vidéo et le redistribuent direct au ayant droit. Alors, YouTube, c'est vrai que YouTube le fait très bien. Parce que YouTube a une distribution de musique aussi, tu vois, directement. Mais par exemple, Meta, ils n'ont pas de distribution de musique comme ils ont. Ils peuvent le faire comme ils veulent. Meta avec Facebook, Instagram et toutes les autres plateformes. C'est pour ça qu'il n'y a que YouTube qui le fait en fait. Et puis TikTok non plus, et Snapchat non plus, et toutes les autres plateformes non plus. Donc du coup, pour toutes les plateformes qui utilisent de la musique qui sont pas libres de droit, ils ont des forfaits. Puis tu as des majors qui ont un catalogue assez gros, puis il suffit qu'ils aient, je sais pas, 10 noms qui cartonnent, ils ont des forfaits vite à 100, 200 millions par année. En live, les stories aussi. Tu fais des lives, les gars qui mixent et tout, ils se font sans arrêt striker parce qu'ils passent justement des trucs qu'ils ont pas alors, dessus. Ça dépend où. Mais si tu postes une story, en fait, non, mais elle est déclarée parce que tu mets tu peux choisir. Si tu mets le titre. Par exemple, moi, si t'as une page Instagram professionnelle, tu peux pas mettre des musiques libres de droit. Parce qu'ils veulent pas associer les morceaux, pas libres de droit justement, les morceaux qui sont avec des droits d'auteur. Tu peux pas, parce que pas si t'as une page professionnelle, parce qu'ils veulent pas associer à une pub ou comme ça le morceau, parce que c'est plus compliqué. Oui, t'as le droit de choisir si ta track elle est associée. Mais t'as que des musiques libres de droit justement. Imagine-toi, t'as le Front National qui fait une pub, qui utilise tu vois ce que je veux dire. Le gars, il a l'air de dire non, je veux pas être associé à ces. Par contre, si t'as une page privée puis tu fais une story, tu peux mettre n'importe quelle musique. Mais cette catégorie-là de droit d'auteur. Toi, tu ne sauras jamais, en tant qu'artiste, combien de fois ton morceau a été mis dans des stories. Tu vas peut-être toucher un petit forfait, mettre ta maison de disque ou de ta distribution, des trucs comme ça. Mais tu vas jamais... Sur mes droits usagés, quoi. Mais c'est juste illisible. T'as des trucs comptabilisés. Mais ça, c'est comme, si tu veux, dans les clubs, les gars qui jouent, s'ils déclarent pas, impossible comptabilisé, tu vois. Tu n'as pas une comptabilité comme elle devrait être. C'est le même genre de truc. Parce que les gros labels, ils ont négocié un forfait. Ils cherchent pas à comprendre combien. Ils cherchent à dire, oui, c'est un forfait. Tu me payes le forfait, on règle ça. Et puis moi, eux, à l'interne, ils savent quel artiste cartonne ou pas. Ils se basent sur ces stats-là, on va dire, sur tout ce qui se passe, c'est-à-dire que ce soit YouTube, Spotify ou les concerts et tout. Ils se basent là-dessus pour dire, OK, on va distribuer sur ce qu'on a décidé de distribuer, on distribue tant à lui, tant à lui. Mais tu sais que par exemple, si tu ouvres un resto... Trop compliqué sinon. Si tu ouvres un resto, que tu mets de la musique dans ton resto, tu dois payer. En tout cas en France, tu as un forfait, la SACEM, elle vient de voir, elle dit, hey, gros, faut payer un forfait. Mais là, c'est pareil, c'est le même principe, c'est-à-dire que tu vas pas déclarer... Non, à la case. Oui, mais tu déclares pas quel artiste tu joues, machin. Tu payes un forfait et ça, c'est redistribué. Et après, c'est redistribué. Mais par exemple, les boîtes de nuit, maintenant, je crois, ils ont des boîtiers, puis ça détecte le morceau que ça. Ouais, il y en a. Parce qu'à l'époque, tu devais remplir une fiche. Je m'en rappelle, j'ai pas joué beaucoup de fois en soirée, mais quand j'avais dû jouer, j'avais dû remplir sur une feuille quel morceau j'avais tout. Ouais, ça pour les concerts, c'est clair, ça je l'ai déjà fait. Mais c'est vrai que pour les DJs, ils mettaient leur propre track pour ceux qui avaient des tracks, puis ils touchaient des droits. Mais quand tu organises une soirée, c'est pareil, tu dois payer des droits, ça. Comme par exemple Flo et tout, quand ils jouent,
bien sûr, ce qui est normal. Ça, si jamais, allez checker le podcast qu'on a fait avec Quentin, c'est full l'info là-dessus. On t'explique tout là en détail. J'imagine bien. Ça, c'est bien. Hein. En plus, ça paye bien. Franchement, les concerts, les droits d'auteur, quand tu fais des concerts. Les concerts, ça paye bien. Bien mieux que le streaming. La radio, je me demande où il se situe entre les concerts et les. Ah, c'est pas mal aussi parce que j'en ai eu un peu. La radio, c'est le top, mon gars. La radio, c'est genre. Ça dépend les radios, c'est entre 7 et 15 boules par diffusion de track. Ah ouais? Ouais. Entre 7 et 15 ou 25, je sais plus, il y a un tarif, ça dépend les radios, les trucs. Ouais, ça dépend les radios, Okay. Mais c'est vrai que tu te fais diffuser une centaine de fois, tu t'es fait un petit... moi j'avais à l'époque, avec le groupe de rock, RTN, la radio d'ici de Neuchâtel. Il y avait quoi? Il y avait Couleur 3 quelquefois aussi. Ouais, non, ça c'est intéressant. Ouais. Okay, après, on n'était pas en rotation sur Couleur 3, tu vois, c'était plus 2-3 fois. Quoi, puis, mais c'est déjà ça, quoi. Ouais, c'est pas mal, ouais. Puis mais les concerts, c'est cool aussi, quoi. Mais du coup, les 2-3 fois, toi, t'as reçu quoi? 50 balles, quelque chose comme ça? Oula, mais ça date 2016, je pense. Mais par là, ouais, je pense. Donc la radio paye quand même relativement bien. Oui, mais si par exemple, t'as un truc qui pop vraiment, puis je sais pas, c'est mondialement, ça passe dans 200 radios, puis que ça passe sur 3 mois, j'en sais rien, 3 fois par jour. C'est bien. Ça te fait vite. Donc en fait, c'est clair. En fait, la stratégie aujourd'hui, c'est avant les réseaux sociaux, il faudrait presque attaquer toutes les radios possibles et imaginables pour que tu diffuses ton morceau, quoi. Ou j'ai un autre game là-dedans, c'est le pote d'un pote, le pote de mon pote Quentin là qui m'en a parlé justement. T'as les radios pour les centres commerciaux. Ah ouais. C'est un vrai game, tu penses pas, mais tu vas chez Hyper U en France ou Coop en Suisse. Oui, mais t'as la standard, non? Non, certains ils ont leur radio, ils ont leur propre truc qui diffusent des machins. Ok, ils achètent des droits, puis point. Ils payent pas la diffusion. Si, je crois, oui, je pense qu'ils payent, c'est comme une radio, mais sauf que c'est beaucoup d'auditeurs, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de magasins dans toute la France. Donc ça c'est incroyable. Ouais, tu penses pas à ça et tout. Ouais, c'est des niches dans la niche. Après, tu vois, je sais pas, en plus, pour chaque type de musique, t'as un segment d'endroit radio où tu peux aller mettre, tu vois. Genre, il y a des bars, ils mettent que de la house, tu vois. Si tu fais de la house, tu peux aller clairement viser ces radios-là ou ces bars-là qui mettent ça. Si tu fais du hip-hop, t'as forcément des endroits où ils passent que du hip-hop. Enfin, voilà, à part ça, en termes de strat, il y a des trucs, des fois on n'y pense pas, mais c'est des trucs bêtes. Hein. Tu crées une petite audience, ça peut être 2000 gars, hein, et tu vas en direct sur Bandcamp, il y a moyen que tu te fasses bien plus de cash que du streaming où tu fais 2 millions de plays. Hein. Parce que mec, tu vends 10 boules un album, tu vois, si t'as une petite fanbase un peu hardcore qui achète, ça, enfin tu vois. Tout dépend de ton branding, de ton style, tu vois, c'est que c'était un peu alternatif. C'est Bandcamp, ça peut être le feu. Hein. Ça peut être. Si tu vends encore des t-shirts, c'est ça. Tu fais du merch derrière à fond. C'est la théorie des 1000 fans. Je sais pas si vous avez déjà entendu. C'est quoi? En gros, c'est il faut 1000 fans pour 1000 fans hardcore pour pouvoir être musicien pro, quoi. Pour en vivre. Si tu comptes, que. C'est pas faux en vrai. Ouais, non, ça se tient. Après, c'est un peu. Tu vois, t'as 1000 fans, t'achètes un t-shirt à 20 balles. J'ai envie de dire. Tout dépend de ton style et tout. Tu vois, si t'es un artiste mainstream, il te faudra bien plus que. 1000 fans hardcore, c'est vrai. Si c'est vraiment des fans hardcore qui achètent tout ce que tu fais. Mec, pour le coup. Ça serait quoi d'après vous? Le sponsoring, Patreon et tout. On fait des suppositions, mais ça serait quoi d'après vous qui ferait que vous ayez des fans hardcore? C'est personal brand et l'histoire que tu racontes. Toi, tu dirais quoi? Et la musique, bien sûr, hein, mais autre que la musique, moi je veux dire. En troisième place, la musique. Non, dans l'ordre, je pense que c'est quand même ça dépend des genres de musique, je pense. Mais je déjà, pense la personne s'identifie à la musique, voilà. Et après, c'est la personne qui est derrière. Après, c'est l'histoire, c'est l'emballage. L'emballage autour, ouais. Je pense que c'est ça, ouais, mais je pense que le meilleur ratio, ça va se trouver dans les scènes alternatives, je pense. Vraiment d'être proche de son public, moi je pense que c'est un truc qui fait que t'as une fanbase. Si tu restes enfermé chez toi, obligé, si tu restes enfermé chez toi, t'auras beaucoup plus de peine, à mon sens, de te faire une communauté que si tu te rapproches de gens qui ils sont fiers de t'avoir rencontré dans la vraie vie aussi, tu vois. Mais en fait, je pense que c'est exactement le même principe que monter un channel YouTube. C'est le principe derrière, c'est le même truc. C'est tu commences petit, faut être proche des gars, faut amener de la valeur. Sauf là, la valeur, c'est une autre forme de valeur. Mais je pense que si tu es quand même plus dans la scène alternative, tu es un peu à contre-courant
les gens ils vont dépenser plus en moyenne pour toi. Si t'es une superstar, bien sûr, tu vas te faire plus d'argent, mais en fait, tes fans, certains ils vont pas acheter un CD, pas acheter un t-shirt, ils vont même pas payer un billet de concert parce que c'est 100 balles. Ouais, mais d'un autre côté, ils vont payer 700 boules pour aller voir Taylor Swift. Ouais, mais sur les millions de streams. Je peux dire, celui qui paye pour aller voir 700 boules Taylor Swift, il a au moins un goodies ou une connerie. Mais tu sais, le ratio est très mauvais, je pense, même. Ah oui, si tu comptes sur les millions, la majorité de ces followers, ils dépensent rien, tu vois. Bien sûr. Même pas un t-shirt Taylor Swift. Ah, en ratio comme ça, j'avais pas compris. Moi je dis le ratio d'exciter à contre, même ça se voit un peu dans le rap, tu vois, Freeze Corleone ou comme ça, qui est un peu à contre-courant des autres rappeurs mainstream. Les fans, tu vois, je sais pas si tu regardes les jeunes 667, les habits. Tu vois, ils portent ça plus que ils veulent faire partie d'un truc, finalement. Ils ont le sentiment d'appartenance du coup, c'est un groupe carrément, je dirais, avoir un positionnement aussi en tant qu'artiste qui fait que t'as un groupe de personnes qui s'identifient à ton positionnement aussi. Je pense. Je pense. Le sentiment d'appartenance. C'est un des trucs les plus forts. Ça, c'est le plus fort. Le statut. Dans la pyramide de Maslow, là. Tu veux créer un truc, c'est les deux trucs qui marchent. Sentiment d'appartenance, c'est important. Mais puis incroyable. En tant qu'artiste, je pense que c'est ça, la strat, en vrai, si tu regardes. C'est créer ce truc, une espèce de sentiment d'appartenance, en fait. Vous avez des fans un peu qui vous suivent, là, pour ceux qui font de la musique et qui nous regardent. Dites-nous si vous arrivez à les identifier, quoi. Je parle Mais vous avez des fans, vous Hein? Toi, t'as des fans, un peu? Tu parles de moi, personnellement? Si j'ai des fans? Je sais pas si c'est des fans, mais j'ai des gens qui me suivent, Je sais pas si c'est des femmes, non, j'ai des fans. Des fans, j'ai dit. J'ai compris, t'as dit des femmes. Alors, pour le coup, c'est pas des femmes, je peux te dire. Il y en a pas beaucoup. Là, tu dans les stats, tu regardes un peu. C'est 0,1% de femmes. Ça va pas plus bas en termes de 0,1%. Elles sont où les femmes qui font de la musique? Il y a personne. Il y a très peu de meufs qui produisent. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. C'est fou, quoi. Non, mais il y en a, mais je veux dire, le ratio, il est... Ouais. Il y en a très peu, quoi. C'est marrant. Ça se développe un peu, je pense. Et je pense que ça se voit plus dans les pays anglophones. Un peu, plus dans des fois des chaînes des anglais que je suis, tu vois. Ou des fois il y a des beatmakers ou comme ça. Des youtubeuses, ouais, mais il y en a moins aussi. Il y en a beaucoup moins, mais après... Localement, tu bosses qu'avec des mecs, toi. T'as pas forcément des... Ouais. On a essayé un projet la pop, chanteuse, à part la... Bien sûr, je dis vraiment côté prod, générique du son et tout. Oui, majoritairement des mecs, quoi. Pour les stats lo-fi, par contre, c'est un peu plus mixte, quoi. Ok. Mais de quoi, lo-fi, tu vois, c'est... Non, sur Spotify, nos auditeurs, c'est... peut-être, je sais pas, 60%, 40% de femmes, tu vois. Avec Moodboy, tu as quand même une communauté. Non, Moodboy pour les tutos, c'est du 99% aussi. Mais tu sens que tu as une communauté quand même, ou c'est plus des gens qui sont tombés sur un tuto. Parce que tu as quand même deux clans un peu de ceux qui font des vidéos. Tu en as des qui font des vidéos, beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés. Mais c'est pas vraiment une communauté dans le sens où les gars, ils viennent, ils mettent une fois une vidéo. Je travaille pour développer une communauté parce que moi, je suis plus intéressé par ça. Toi, tu es très communauté au final. Les gens qui te suivent, c'est je pense que c'est une très bonne communauté. Sur YouTube. Oui, moi, je pense que dans l'œil externe. Les gars, ils sont assez soudés et puis des fois t'as un gars qui fait un commentaire un peu de hater, il se fait défoncer par les autres, genre tu vois, j'ai rien besoin de dire. D'ailleurs c'est bien les gars, écoutez. Non mais enfin oui je pense que j'ai un truc assez cool. assez soudé positionnement et à long terme c'est le mieux. Après c'est même pas un positionnement, mais moi c'est naturel aussi. Je pense ça de toute façon le contenu quand tu fais un truc comme ça, tu ne peux pas jouer un jeu, c'est impossible à tenir. Si tu le fais, ça se voit et c'est pas naturel. Après les gens t'aiment pas, ça c'est un peu. C'est comme les producteurs, tu vois, si t'as des goûts qui matchent avec beaucoup de gens. Ça va être plus facile que si t'es ultra pointu, tu vois, toi t'aimes des trucs, tu vois. En parlant de YouTube, tu vois tout de suite les gars ou les filles qui font des vidéos qui jouent un rôle pour la vidéo. Bien sûr. Ça tu vois qu'elles sont mal à l'aise derrière leur vidéo, c'est pas naturel. Et puis, et du coup, tu croches moins, je trouve. 2-3 youtubeurs, je mate, puis je fais mais c'est cool, mais ton content, juste parce que t'es pas à l'aise, on voit que c'est pas toi-même, alors que la personne, ça se trouve, elle serait elle-même chill. Mais je pense que c'est ça, tu vois, qui crée ce truc plus fort de commu qui te suit. C'est ce côté-là. C'est dur et j'y travaille aussi, tu vois, être toi-même, en fait. T'es jamais toi-même quand t'as une caméra t'essaies d'avoir une bonne apparence. Et si tu penses à être toi-même, tu seras pas toi-même. Paradoxalement. C'est la Non, mais dès le moment où tu penses qu'il faut que je sois toi-même, tu l'es pas, en fait. Après, le truc, c'est aussi quand tu fais des vidéos, je pense que tu dois te rappeler
rappeler de dire certaines choses ou de. Mais c'est ce que j'allais te demander. Toi, tu scriptes tes vidéos? Tu prévois à l'avance ce que tu dis, machin, ou tu fais à la. J'y vais majoritairement freestyle. Mais j'ai le thème de ma vidéo. Puis, tu te fais des bullet points? Ouais, un petit peu. Ce qui marche pour moi, c'est faire un mix voix dans le style de tel artiste, tel rappeur, en gros. Alors, pour le coup, mixage voix, machin, ça, c'est les termes les plus search. Loin, tu vois. Ouais. Mais pour en revenir à YouTube, tu vois, je pense que après, quand tu t'as ta niche, c'est dur d'attaquer une autre niche, tu vois. Je vois que pour les mixages voix, il y a par exemple Mixfield. À fond, d'ailleurs, Mixfield, si tu nous regardes, mec, je suis chaud. J'en parlais avant. On va se contacter. J'espère que ça sera chaud de faire un truc. J'ai envie de il est cool, le gars, j'aime bien. À fond. Ouais. Mais lui, je pense que c'est pour ça que si je fais une vidéo sur Logic Pro, ça marche pas. C'est à cause de Mixfield. Non, parce que lui, il a déjà trop. Il s'est accaparé le game des mix voix. Je pense. Et comme personne veut faire du BandLab, le rôle est revenu à moi. Quoi. Non, lui, il a poncé le mixage voix, c'est ouf. Non, mais j'exagère, mais pour dire, c'est vrai que je pense que des fois, quand t'as un truc qui marche, c'est pas c'était le seul et peut-être t'as été le premier, donc. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est très très chaud dans le mix. Après, c'est dur de t'en défaire si c'est que ça qui marche. Tu vois, tu parlais de BandLab où tu essaies de te détacher. Après, je pense en vrai, c'est une question aussi de. De constance, tu vois. Parce qu'en fait, si toi, t'as 1000 vidéos avec les keywords mix voix, machin, mec, c'est ultra dur de compète avec le gars qu'on a moins. Enfin, je veux dire, si toi, t'es le gars qu'on a moins, c'est ultra dur de compète. C'est ça, Même si qu'on a plus, quoi. Parce que c'est ça, hein, mec. Peut-être d'autres gars dans la bande là, ils disaient, mais je déteste Moonboy, il prend tout le truc, c'est quand même pas mal sur la bande là. Alors que toi, t'essaies de t'en détacher d'ailleurs. Mais c'est le fight contre l'algo, un peu, je pense. Mais du coup, par exemple, si tu lancerais ta chaîne aujourd'hui, pour pas tomber dans ce piège-là, mais tout en te laissant une liberté de faire ça, tu ferais quoi? Tu ferais assez varié dès le départ tes sujets de vidéo? Peut-être, mais je pense que tu vas vite trouver quel mot-clé marche pour ta chaîne. Même avant, quand je faisais des prods, moi, c'était les Nux Type Beat. Nux, c'est un rappeur anglais que je kiffais trop. Et du coup, ça a marché. Après, c'est dur à dire. Peut-être que ça a marché parce que moi-même, je kiffais trop cet artiste. Du coup, je faisais des bons type beats parce que ça me ressemblait. Je sais pas. Tout, Et alors que quand je faisais des type beats d'autres styles, peut-être je les faisais mal parce que en fait, j'étais moins là-dedans. Je sais pas. Mais en réalité, mec, c'est simple. Toi, t'as assez varié quand même Enfin, ça reste quand même tout ce qui est ingénierie du son. Tu vois, ça c'est le thème principal. Tu fais plusieurs trucs, mais tu fais quand même pas mal d'autres sujets, des fois même des sujets qui vont au-delà de mixage chant, mais du coup ça t'a pas cuté dans l'algo non plus. Non, mais alors ça, pour le coup, ça te cut pas, c'est des conneries, mec, ça. Ça, c'est un mythe, hein, très clairement. En fait, c'est simple. Ce qui compte, mec, c'est de faire des vidéos que les gens regardent où il y a du watch time. Si tu fais ça, mec, tes vidéos, elles marchent. Ouais. Après, il y a aussi la niche, hein, tu vois ce que je veux dire, faire dans le francophone, audio engineering, machin. Tu vas pas faire des vidéos qui font 2 millions de vues, tu ne peux pas. Il y a pas assez de, tu vois ce que je veux dire. Mais en même temps, t'as moins de contenu que si tu fais de l'entertainment. Il y a moins de search autour, il y a moins, tu vois. Donc, mais je pense du moment que tu fais un truc que les gens aiment regarder, que ça regarde. Après, bien sûr, faut quand même packager le truc bien. C'est-à-dire le thumbnail plus le titre. Si ça, tu sais pas un minimum comment faire, tu vois, comment attirer l'attention, comment donner envie de cliquer, les gens ils cliquent pas, c'est aussi con que ça. Mais si tu arrives à passer cette étape, le gars il clique et une fois qu'il est dessus, tu délivres la valeur et qu'il mate de A à Z, mec, tes vidéos elles marchent, toi. C'est aussi simple que ça, mais c'est simple à dire. Mais moi, je suis comme le gars qui mate le podcast. J'ai 2 youtubeurs là, je pose des questions. La seule différence, c'est que moi, je dois pas écrire des commentaires et attendre 3 mois qu'on me réponde. J'ai des réponses directes. Mais à part ça, mec, tu contrôles pas hein, YouTube, je crois. Enfin, je sais pas pour toi, mais si YouTube qui te contrôle. Alors, si, avec le temps, t'arrives quand même un peu à savoir ce qui marche mieux que d'autres trucs. Après, est-ce que t'as toujours envie de faire le même contenu pour avoir de la vidéo là, toi? En fait, on en revient au même truc, tu vois. Moi, je cherche plus forcément les vues, tu vois. C'est pas. Parce que c'est pas forcément. Ça dépend dans quelle optique, en fait, tu fais ça, tu vois. Et quel business model t'as derrière, tu vois. Mais sans chercher les vues. En fait, allez, j'arrête avec BandLab, mais. En fait, j'étais prof à ce moment-là et je devais faire un truc pour ceux qui finissaient la fin de secondaire. Et c'était les journées portes ouvertes, mais c'était pendant le Covid. Donc, je devais faire un truc vidéo de journées portes ouvertes que tout le monde peut faire chez soi pour découvrir les métiers de la musique, quoi, de la production. Du coup, j'ai cherché une appli qui était gratuite, disponible partout, et je suis tombé sur BandLab.
Et BandLab, ça s'utilise dans les écoles, en fait. Du coup, c'est pour ça, en fait, que j'ai commencé avec les tutos BandLab. J'ai fait ça pour une journée porte ouverte en tant que porte ouverte virtuelle, parce que c'était pendant le Covid. Et après, je suis allé, je mets ça sur YouTube. C'était une de mes premières vidéos, en fait. C'est la vidéo comme ça que t'as commencé, en fait. C'est la vidéo qui a le plus de vues que j'ai jamais faite, quoi. Ouais. Ok, c'est marrant. C'est marrant, ça. Mais c'est la première aussi. Des fois, tu choisis pas. C'est la première vidéo aussi. Enfin, une des plus vieilles. C'est une des premières, mais c'est pas la toute première. Parce que ça, il y a ça aussi. Faut comptabiliser, faut regarder le ratio entre combien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que plus elle y est, après, elle continue à vivre parce que t'as le keyword BandLab, sûrement qui te rapporte des vues, des machins. Et je pense que quand t'avais fait, c'était aussi nouveau BandLab, donc les gens peut-être cherchaient à s'informer. Il y a plus de hype. Peut-être, ouais. Et en fait, c'est très populaire dans les écoles aussi, tu vois, les écoles qui proposent un peu de MAO et tout. musique, tout ça, tu dis? Ouais, non, mais même secondaire, tu vois. Ah ouais. Ouais, alors peut-être moins en Suisse, mais en tout cas en Angleterre et ailleurs, ils font un peu de MAO, tu vois, en secondaire. Enfin, tu faisais ça en Angleterre? Pas forcément dans toutes les écoles, ouais. Ok, ouais. C'est ça que t'as commencé la chaîne en anglais. Donc, parce que tu devais faire en anglais ta vidéo. Ouais, puis je pensais pas forcément. Je savais pas quand j'allais revenir en Suisse et sur le moment j'habitais là-bas et c'était pas provisoire, donc j'ai commencé en anglais parce que c'était plus logique pour moi à l'époque, mais maintenant je fais encore un peu des vidéos en anglais, mais ma principale c'est en français, quoi. T'as l'impression que c'est plus simple de choper de la view en anglais qu'en français? Alors là, j'ai plus de views en français qu'en anglais, ouais. Plus segmenté peut-être aussi, et il y a peut-être moins d'offres aussi. Il y a moins de concurrence en français, ça c'est sûr. Ouais. Tu vois. Par contre, si on parle vraiment des top views, je les ai faites en anglais, pas en français, mais en moyenne, j'ai plus de vues en français. Compliqué. Parce que le truc, c'est qu'en anglais, justement, t'as 1000 fois plus d'auditeurs. Ouais. Donc, mettre plus de concurrence. C'est simple. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je suis intéressé de voir ce truc avec cette traduction automatique, tu vas voir ce que ça donne. Non, mais moi aussi, ça va changer. De Maigor qui sort une vidéo. On va en espagnol. Alors moi, je sais que pour certains tutos, tu vois, si là, purée, je devrais pas dire ça dans le podcast parce que c'est une bonne idée, mais je pense que je vais refaire une vidéo si, au contraire. full BandLab. Je vais pas compliquer l'idée. Full Logic Pro même, mais un full tutoriel, tu vois. Genre de A à Z. Tu as un mais tuto ça, tu le fais plutôt en formation. De 30 minutes, 45 minutes. Formation là-dessus. Non, là, même pas tuto. Tuto, mais première utilisation, Logic Pro ou BandLab. Faire une prod de A à Z pour quelqu'un qui a jamais fait de prod, tu vois. Et ça, si il est 2025, tu vois, mais avec les voix dans toutes les langues, je me demande ce que ça peut donner. Faut tester, mec. Je pense que là, tu peux un parce peu niquer le game. Parce qu'il y a une énorme audience en espagnol, mec. Et en espagnol, t'as pas beaucoup de contenu. Tu sais, moi, j'ai regardé, mec, en portugais. Mais mec, pareil. Tu trouves pas beaucoup de gars qui font tuto. C'est ça, je vais ripper toutes tes vidéos YouTube. Je vais les faire en portugais. Tu les doubles en portugais. Tu fais je vais les faire en espagnol, en portugais. Double les formations en portugais. Je fais en roumain, mec. Je vais apprendre pendant 3 mois le roumain, je vais les faire en roumain, mec. Mais non, mais avant ça, mec, la langue, c'est une vraie barrière, en vrai. Hein, tu vois Ouais, c'est vrai. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner sur YouTube Game, ce doubling, quand même. Même mastering en espagnol, portugais et tout ça. Peut-être là, tu vois, si tu fais mastering de A à Z, presque comme une formation, mais un peu moins bien qu'une formation, évidemment. Mais un bon tuto bien costaud, tu vois, qui dure bien long, mais avec trop d'infos. Parce que là, souvent, comment ceux qui... t'auras un très bon watch time aussi, quoi. Parce que de toute façon, je pense, mec, anglais, français, langue, peu importe, si tu fais un bon contenu qui est cool, il y a de la bonne valeur, mec, tu vois... Après, c'est des pays qui sont aussi très habitués à mater le contenu en anglais. Ouais, bien sûr. Tout ce qui est tuto et tout. Moi, au début, quand je commençais à prod, il n'y avait pas vraiment de tuto en français, à part MJ Tutorial à l'époque. Après, tu veux payer sa formation. En anglais, mec, il y a aussi plein de saloperies. Je matais... Enfin, je veux dire, mec, des fois, je vois des trucs, je suis là, c'est pas mieux que... Enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a des trucs super, il y a du tout. T'avais pas autant de content en français. Et moi, je m'atteigne chier en anglais. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Ouais, à fond. En me formant, que ce soit des formations ou YouTube ou autre en anglais, quoi. Content anglais, Parce que tu étais obligé pour capter un truc. Ableton, les tutos, tu les comptais sur les doigts de la main. Ableton, ce qui était bien. Ableton.
Même les tutos sérum, je les faisais en anglais, mais j'ai vu que là, t'es sur les tutos sérum, d'ailleurs. Ouais, j'en ai fait pas mal, Oui, j'en ai fait... Des formations c'est assez nouveau, non? Je pense que t'es le seul, en français, du coup. Faire des tutos sérum? Je pense, Je pense qu'il y en a, mais autant aussi complet. C'est pour ça que t'as la formation aussi, sérum. Ouais, moi, j'ai une tu l'as mis à jour, d'ailleurs, avec sérum 2, non? Ta formation. Mais j'ai une formation sérum 2, moi. Ah, t'as pas fait sérum normal? C'est incroyable, ça. Que j'ai sorti après sérum 2. Ah ouais. On a poncé sérum 2. T'as les deux, du coup. Ah, à fond. Ouais. C'est quand même un des synthés les plus utilisés aujourd'hui. Ah, voilà, ouais. Si c'est pas le plus utilisé aujourd'hui, j'ai envie de dire même. Enfin, il y en a d'autres des biens, mais tu vois. Ouais. Il est vachement versatile. C'est un couteau suisse, ce truc. Donc, ouais, et c'est assez simple d'utilisation. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un workflow simple. Si tu captes un peu en synthèse, franchement, tu fais ce que tu veux dessus. Ouais, largement. En vrai, mec, avec n'importe quel tool, tu fais n'importe quoi, mais... Ouais. Mais après, je pense une fois que tu as les bases, puis tu captes ce que c'est un oscillateur, ce que c'est un LFO, dès que tu as capté ça, tu sérum en 2 secondes, tu fais ce que tu veux. Quoi. Bien complexifié quand même. Mais c'est un peu plus tu rajoutes des features, plus ça complexifie, tu vois. Non, c'est vrai que c'est... Je pense qu'il a assez complexifié pour que ceux qui se démerdaient plus ou moins, ils sont de nouveau perdus. Après, ceux qui s'y connaissaient... Moi, j'ai clairement senti ça, mais il y en a plein, ils sont perdus, mec. Ils sont là, waouh, c'est quoi tous ces nouveaux trucs d'un coup, tu vois. Et du coup, ils savent plus quoi. C'est trop. C'est bien pour ceux qui vendent des packs de presets et tout, parce que du coup, tous ceux qui sont en mode lazy. Laisse tomber là, les possibilités. Bon, déjà. Tu chopes. Alors, le problème de ça, tu vois, des presets, c'est que maintenant, ils sont obligés de tout utiliser, toutes les features, puis c'est too much, tu vois. Alors que le sound design, c'est toujours des fois, c'est même quasiment tout le temps, t'as pas besoin de faire des trucs complexes. Faut juste le faire bien. Mais je trouve que t'as besoin. Pour ceux qui font des nouvelles soundbanks maintenant pour Serum 2, d'ailleurs, on avait eu 2-3 personnes qui nous disaient, je vais faire une banque pour Serum 2 pour balancer sur WeTweak. Puis, ok, les nouvelles features, mais plutôt que de refaire des trucs que tout le monde a déjà ou que tu retrouves, c'est comme par exemple faire un pack de samples de 808. Arrêtez, c'est gratuit sur Internet. 808, on trouve des centaines d'émis, t'as pas besoin d'acheter. Et les gars, ils vont encore sur des plateformes style Splice, choper des 808 s'il n'y a pas la nécessité. Oh, ça m'arrive des fois. Ouais, mais 808, il y a presque tous les d'autres. Ils en ont par défaut dedans. C'est vu et revu, c'est de la même base. Surtout qu'avec n'importe quel synthé, tu le fais en 2 secondes. Mais les drum kits, ça se vend encore. Mais du coup, voilà, ça c'est le truc. En fait, c'est parce que tu vends une cohérence, tu vends des trucs qui vont ensemble. Il y a un intérêt, tu vois. En fait, ce que tu vends, c'est la sound selection. Tu vends un truc qui va... Mais voilà, mais du coup, pour donner un truc, puis du coup, je me dis avec Serum 2, avec ces nouvelles features, essaie d'explorer c'est quoi les nouveaux types de sonorités que tu préfères qu'on ne pouvait pas faire avant. Il y a toujours un truc, mais explorer ça plutôt, tu vois. Elle est comme ça, moi, je m'attends si j'achète... Ouais, c'est ça. De quoi? Globalement, les gens sont moins créatifs. On est moins créatifs, Mais je pense que si t'as plus d'outils, t'es moins créatif, paradoxalement. Je pense que ça dépend des gens. Ouais, d'être limité, ça te pousse à être plus créatif. Des fois, il y a des très bons exemples, tu vois, d'albums qui ont été faits avec des moyens rudimenteurs. On en avait parlé d'ailleurs la dernière fois qu'on a fait une session avec Atali, là, de Bon Iver. Non, comment ça s'appelle le système oblique, ou je sais plus comment ça s'appelle. La stratégie oblique. Tu te limites à un truc. Ah ouais, mais alors ça, moi, je le fais tout le temps. Ouais. D'ailleurs, ça, c'est un bon concept de vidéo. Ouais. Je fais une prod, j'utilise j'en sais rien. Moi, j'ai une application. 10 minutes, je fais une prod. Enfin, peu importe, tu t'imposes des limites. Moi, j'ai une application, il me balance une phrase random comme ça. Ah oui, tu vas montrer. Puis je swipe et tout, puis je l'utilise. Mais c'est vrai que se limiter, moi, je suis un grand fan de ça, j'adore. Ou tu sais, te challenger, tu dis, ok, je fais un truc, j'utilise que synthé, je fais un truc, j'utilise que ça. Tu vois, peu importe. Mais c'est prouvé, il y a quand même des études qui ont été faites, tu vois. Si t'as une consigne qui est trop grande, tu vas être moins créatif que si tu as des limitations, quoi. Enfin, des guidelines. Très clairement. Tu vas essayer de borderline avec tes guidelines pour, tu vois, pousser un peu la limite peut-être créative aussi de quelque chose aussi, tu vois. Ouais, et je pense qu'en fait, si tu sais pas où partir, des fois, c'est compliqué, quoi. Et c'est aussi le fait, je pense, que tu puisses toujours revenir en arrière maintenant. En fait, les décisions, tu vois, les mecs, ils les prennent plus. Mais mec, moi, j'ai ça tout le temps. C'est ok, on part là-dessus, on fait ça. Ah non, en fait, je suis pas sûr, on va refaire ça, puis on revient là, puis on rechange, puis on avance. Ouais, non, mais en fait, et puis du coup, tu vois, les décisions, mec, à un moment, faut quand ça coûtait des on fait bandes. ça, terminé, maintenant on avance, on fait ça, tu vois. Toi, c'est naturel de prendre des décisions ou pas? Pour moi, mais ça, je sais pas pourquoi. Mais ça, c'est une bonne qualité à avoir. Moi, je suis un extrémiste avec ça, dans tout dans la vie. Je prends mes décisions rapidement, tu vois. Par contre, comment dire, c'est après, j'ai ce truc, en fait, je vais foncer.
Et si ça merde, mais j'y fais, et, tu vois, peu importe. Ah ouais, non, mais et ça, quand je mixe, c'est pareil. Moi, je mixe, c'est bam, 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 bam. Moi, si j'enregistre la guitare et tout, je vais garder le backup des autres prises. Mais c'est un défaut, je le sais. Moi, je vais prendre plus de temps, tu vois, au rec. Je vais me faire plus chier. Je vais vraiment écouter le son avant de rec. Tu vois, mais quand je rec, c'est terminato, mon gars. On revient pas dessus. Ça sonne presque comme j'ai envie que ça sonne. Derrière, il y aura peu de process, tu vois. Et je vais faire le son avec le mic, le placement, le truc, tu vois. C'est vraiment ça. Tu t'entraînes avant pour. Ça, mec, enfin, c'est la bonne raison. Enfin, tu vois, maintenant, les gens, ils font l'inverse. Ils rec ultra flat. Comme ça, on se laisse le milliard de possibilités derrière. La marge de ouf. Mais pour moi, c'est faux, tu vois. Je vraiment pense au son dès le début, prends une direction artistique dès le début et commit et mets beaucoup plus de temps avant de rec, tu vois. Par contre. Mais quand tu rec, t'es sûr de toi, tu vois. La décision, en fait, elle est prise, tu vois. Après, bien sûr, tu vois, les plus débutants, parce qu'après, il y en a toujours qui vont bitcher, qui vont dire, mais quand t'es débutant, on est d'accord, mais à un certain niveau, je pense. Après, sinon, t'as même les prises voix, en studio, je pense, bien sûr, si tu regardes les mix with the masters, des trucs comme ça. Ah ouais, mec. C'est commit, le son, il est fait au rec, hein. Ouais, c'est ça. Des fois, ils montent leur truc voix et je me dis, ils font pas grand chose, mais en fait, la voix clean de base, elle est compressée. Bien sûr, mais tu fais toute une chaîne, déjà, c'est très. Après, à mixer, c'est facile, mec. Tu vois, enfin, c'est beaucoup plus facile si t'as tout à faire. Et surtout que la direction, elle est déjà là. Et t'as déjà un chemin. Et t'as plus qu'à suivre ce chemin, tu vois. Alors qu'en vrai, là, tu pars d'un truc, tu te laisses toutes les possibilités, puis après, tu dois décider, tu vois. Tu peux, je sais pas. Moi, je suis vraiment de la première école, quoi. Moi, je sais même pas de quelle école je suis, mais je pense que je dois être un peu un entre-deux. Ou tu vois, certaines choses, je vais être en mode non, faut y aller. Puis il y a d'autres trucs où je suis là en mode je me laisse un peu de marge au cas où. Après, tu vas apprendre aussi parce que tu vois, à force de commit, tu vois, typiquement, printer tes pistes en MIDI, tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis, depuis le tout début, je print ultra rapidement. Et ça m'est arrivé 1000 fois où je suis la merde, tu vois. J'aurais voulu juste retweaker un truc, ça aurait été bien. Mais aujourd'hui, tu peux retweaker. Mais du coup, tu vois, à force d'avoir fait la connerie, la fois tu vois, maintenant, quand je le fais, voilà, tu vois, j'ai tellement fait le truc que tu sais, j'ai appris à le faire bien tout de suite. Mais c'est un cheminement, tu vois. T'as moins le résultat tout de suite aussi, tu vois. Et ça, je pense que c'est un autre problème, c'est que les gens, ils sont trop à vouloir le result. Le résultat. Ce qui est chiant dans le print avec les synthés, par exemple, c'est si tu mets de la reverb ou quoi, et que tu printes, on terme pas la reverb en mode... Alors après, faut pas être con non plus, tu vas pas printer 14 reverb. Mais moi, j'ai déjà vu qui print, puis après, non, mec, t'as la reverb, tu peux rien faire, là. Tu t'oublies, tu rejoues le truc, tu machin. Donc, du coup, moi, je préfère, si on print des midis, c'est la reverb. Tu la mets après. Je fais tout le temps avec des pistes par défaut. Ou alors, si tu sais ce que tu fais, si c'est bien fait, et puis que ta reverb, elle est dedans, mais que ça sonne ok, tu vois. Mais j'ai déjà vu des gens, ils font directement sur la piste, puis après, ils print, ils se retrouvent plus tard, un peu emmerdés. Tu veux changer ta reverb, tu peux pas. C'est vraiment pourri, quoi. Après, il y en a qui vont dire, mais tu peux passer dans RX, tu peux enlever la reverb avec le diverb. Tu fais de la merde, génial. Bon, à part ça, le podcast, je crois que il était bien, là. C'est vrai qu'on n'a pas d'infos de temps, hein. Je crois qu'on doit être à 1h30. On est hors temps. C'est 17h, j'en sais rien. 17h Ah ouais, alors on va gentiment... sur du 1h30, là. Hein. On va enchaîner maintenant avec... en tout cas, merci à toi, mec. Merci pour l'accueil dans le coffre. Je vais faire quelques images, ça va être marrant de montrer le truc. T'as des baguettes pour la batterie ? Ouais, tu peux, elles sont là. Toi, dans les vidéos, quand ça finit, j'ai jamais remarqué, il y a les vidéos suivantes, etc. Ouais. Vas-y, je fais le jingle de fin en batterie. Mais attends, calme-toi. Où est-ce qu'on peut te trouver déjà ? T'as envie de donner les... Je sais pas, avec plaisir, le channel. On mettra dans la description. Ouais, YouTube, Moodboy. Moodboy sur Spotify aussi, Instagram. Et TikTok, je commence à prendre ça plus au sérieux. Donc, il gragne TikTok. Cool. Donc, il y aura plus de contenu TikTok aussi, un peu spécifique à la plateforme. Si vous voulez aller sur BandLab... Et voilà. Tape pas comme un enculé. Hein. Attention, Denis, tes oreilles. Je ne sais pas, je veux de la batterie si jamais. C'est ça le jingle. Abonnez-vous. Je te fais un Nice, mec. Cool. Trop bien et c'est passé méga vite. Ouais, ça passe vite.